tous les mecs te disent: «Oh, j'en ai un, j'ai jamais rien attrapé». 20-30 couleurs, si tu veux pallier à toutes les situations. En fait, OK. cette mouche, elle est magique parce que, elle flotte toujours. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Gaël Even qui va nous parler de sa stratégie de choix des leurres, mais également de pêche à la lame en mer, pêche des carnassiers, APPMA, du partage, bref, de nombreux sujets. Un épisode riche et encore super sympa. Avant de vous lancer, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en présence de Gaël Even que beaucoup de pêcheurs connaissent. Mais pour commencer, Gaël, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaisseraient pas ou peu? Bonjour, Gaël Even, 48 ans, pêcheur de carnassiers, truites et puis, poissons migrateurs, aussi bien leurre que mouche et donc ça va faire 6 ans que je travaille maintenant pour, la société Sensas, donc pour les groupes, enfin pour le groupe Sensas, pour tout ce qui est développement et communication pour les marques Ilex et Gunky. Mhm. Et à côté de ça, avant, j'ai bossé 10 ans pour Pure Fishing, pour les mêmes choses, développement, communication, en faisant des compétitions aussi. Et encore avant ça, j'ai bossé pendant une bonne dizaine d'années dans un centre permanent d'initiative à l'environnement. Je faisais D'accord. des animations pour les gamins, des formations pour les adultes, et j'avais un côté bureau d'études sur tout ce qui est études scientifiques, sur notamment les espèces vulnérables comme la loutre, la moule perlière, les écrevisses à pattes blanches, enfin un peu toutes ces bestioles-là. Ok. Et comment tu as glissé de la pêche, on va dire, amateur à la pêche professionnelle? Et ben ça s'est fait assez facilement, enfin facilement, pas facilement du tout, mais j'avais vraiment envie. Et quand j'étais sponsor Pure Fishing, je faisais beaucoup de compétitions avec Sylvain. On Mhm. en faisait, on va dire une petite vingtaine à l'année entre l'Italie, l'étranger, la France, Ok. et plus les portes ouvertes. Ça faisait beaucoup, beaucoup de temps en tant que sponsor. Et il y a un moment, j'ai eu envie d'être payé pour ça. Et donc j'ai monté ma boîte. À côté de ça, j'avais les diplômes pour être guide de pêche. Et donc j'ai monté une boîte où j'étais prestataire de service pour Pure Fishing, qui a bien voulu à l'époque me payer pour aller faire ces journées-là. C'était un petit bras de fer, mais on a réussi. Et à côté de ça, bah, je guidais à côté. Donc ça me faisait un boulot. J'ai fait ça ouais, une petite quinzaine d'années au total, un peu à cheval, D'accord. plus de Et tout le reste. ça consistait à quoi concrètement ton quotidien? Parce que c'est un métier finalement que tu as créé. J'ai vu dans une vidéo que tu disais que tu étais le premier euh, influenceur ou le premier, alors le terme peut être mal interprété, mais en tout cas le premier à vivre de la pêche sans forcément être guide ou salarié d'une marque. Ça consistait en quoi? En fait, ça a évolué énormément en 10-15 ans. Les premières fois, déjà, j'avais pas une enveloppe énorme, donc ça consistait à faire des compétitions. Mhm. J'étais rémunéré quand j'allais faire les compétitions, et puis pour tout ce qui était porte ouverte ou salon comme Clermont et tout ça. Donc il y avait une enveloppe en fait il y avait une enveloppe allouée pour un certain nombre de journées par an. Et c'était réparti à l'année, c'est ce qui me permettait d'avoir un petit fixe, on va dire, tous les mois, en plus d'aller chercher à côté sur les guidages. Et D'accord. après, ça a évolué, il y a eu toute la période des blogs, Ouais. où là, justement, ça prenait aussi du temps. Il y a eu les blogs, il y a eu toutes les vidéos. Et donc, ça a augmenté l'enveloppe à chaque fois. Il y a aussi eu les rachats de marques qu'il y a eu, parce que par exemple, au début, j'étais pas Sébil. Et Mhm. quand ils ont racheté Sébil, on a remis au bout. Et au final, à chaque fois, il a fallu négocier pour faire un peu plus, bah, comme dans tous les boulots, hein. Mais Mhm. là, pour le coup, en tant que prestataire, tu arrives, tu as un contrat, et donc à chaque fois, tu vas rechercher un petit peu plus. Et ça fait que j'avais de plus en plus de journées pour aller soit au bord de l'eau, soit pour représenter la marque. D'accord. Tu étais un peu un freelance finalement de ce groupe-là. Tu Exactement. travaillais plus ou moins régulièrement, etc. Et pourquoi pas avoir choisi d'être plutôt salarié par les marques avec lesquelles tu as collaboré? Et ben, il y a deux choses. La première, au début, c'était déjà pas évident. Je me souviens encore de l'entretien d'embauche où j'ai eu le directeur des ressources humaines Pure Fishing, où je lui ai présenté le projet, et qui m'a dit vous croyez quand vous payez pour la pêche? Je lui ai dit bah oui. Euh, il n'était pas convaincu de l'histoire. Et c'est ce qui était un peu fou, parce qu'aux États-Unis, ils payent des mecs pour aller pêcher avec leurs produits. Mmh. Et en Ouais, Europe, en fait, on n'était pas du tout prêt, parce que là, on parle de ça il y a plus de 20 ans maintenant, donc on n'était pas du tout prêt à le faire. Et là, je vois que ça se fait de plus en plus, en fait, donc ça s'est démocratisé, c'est très bien.
Ouais. Et il y avait ça et j'avais quand même le côté, j'aime bien mon côté indépendant. J'avais ce côté indépendant où, je gérais mon emploi du temps un peu comme je voulais. On pouvait pas forcément me reprocher, d'aller pêcher une partie du temps à gauche, à droite ou avec un tel ou un tel et j'aime beaucoup ce côté-là. OK. Et pour toi, il n'y avait pas la volonté ou des velléités de travailler pour plusieurs marques, du coup, comme l'a fait un peu Nico Cadieux à une époque? D'être, tu vois, freelance et de picorer un peu? Pas tellement parce qu'après on m'a proposé par exemple d'écrire souvent dans les magazines, à l'époque Mmh. et j'ai toujours refusé parce que, je voulais pouvoir dans mon métier aller voir l'un ou l'autre en fonction des sujets que j'avais à faire et le problème de la pêche, si on remonte à il y a 20-25 ans, c'était quand même assez exclusif et je voulais, j'aime bien quand je prends un projet le mener à bien, c'est-à-dire, essayer de d'apporter ma pierre à l'édifice concrètement et pour le coup, je m'y colle vraiment. D'accord. Et ça sous-entend quoi d'ailleurs, je m'y colle vraiment? Est-ce que tu as un exemple ou une réalisation dont tu pourrais nous parler? Un exemple ou une réalisation, dont je pourrais nous parler? Oui, enfin, si je prends le cas de chez Sensas, par exemple, on m'a déjà proposé, d'aller un peu, on m'a déjà proposé d'autres trucs ailleurs et même au début où je suis rentré et pour le coup, j'ai préféré, continuer même si, ça me plaisait l'autre proposition, hein. Mais j'estimais que j'avais pas encore, fini ni fait mes preuves dans ce que je pouvais apporter au groupe. D'accord. OK. Et donc aujourd'hui, tu n'es plus guide du tout, on est bien d'accord? Tu travailles Ouais. exclusivement pour le groupe Sensas, donc les marques Ilex et Gunky principalement, où tu vas, travailler sur des nouveaux produits, faire de la mise en avant à travers de vidéos, de salons et cetera, hein? C'est ça ton C'est année, on va dire, exactement ça ton job? le truc c'est ça et après j'ai quand même une grosse partie porte ouverte et je prends aussi le temps de recevoir certains détaillants au showroom, leur présenter les gammes et tout ça et D'accord. donc voilà, j'ai la chance de toucher, on va dire, à tous les échelons de la pêche en France. C'est-à-dire, de développer un produit, de le présenter à un détaillant, de lui expliquer pourquoi, comment, d'aller le vendre en magasin en porte ouverte et derrière d'aller au bord de l'eau et d'en expliquer le fonctionnement pour le pêcheur lambda donc et c'est ce qui me plaît. OK, très clair. Il y a un leurre dont tu es particulièrement fier d'avoir travaillé? Enfin, sur lequel tu es fier d'avoir travaillé, excuse-moi? Il y en a plein, après, j'aime beaucoup la série, que ce soit les Overjig ou les Jungle Blaster là, donc les Overjig, c'est des jigs à brocher que j'ai développés pour, Gunky. Mmh. J'en ai fait un en Ilex aussi, le Jungle Blaster et pour le coup, je suis assez content d'avoir fait ça parce que moi, c'est une pêche que je pratique énormément, le brochet au rubber D'accord. jig OK. et que j'ai pratiqué, on a fait les vidéos, tutoriels, je l'ai pratiqué aussi pendant les épreuves du fight là, pêcher avec Mmh. et pour le coup, j'ai de plus en plus de gars qui s'y mettent et qui me disent: «Non, mais ça marche vraiment» et ça me fait plaisir, ouais. D'avoir fait OK. des vrais jigs pour le broc chez nous avec les couleurs qui vont bien, les hameçons qui vont bien, enfin tout de A à Z. On y reviendra, j'ai fait un épisode sympa avec Cyril Martinez là-dessus, mais je suis très preneur de tes inputs là-dessus. Mais pour revenir à ton parcours, à quoi ça ressemble je sais pas, une journée ou une semaine type de Gale Even? Bah, c'est ça qui est un peu spécial, il y a pas de semaine type, en fait. Ouais, J'ai une grosse saisonnalité, c'est-à-dire que, je fais, on va dire, une petite quarantaine de portes ouvertes par an, d'accord. en sachant qu'il y a 1 ou 2 week-ends où j'arrive à coupler 2 portes ouvertes dans le week-end quand même. OK. Mais la plupart du temps, le jeudi, je prends la route pour aller, quand même assez loin, parce qu'il y en a pas tant que ça dans l'ouest. Moi, j'habite, dans l'ouest de la France là, en Mmh. Normandie. Donc le jeudi, je prends la route plus ou moins tôt, j'arrive le vendredi, pour la porte ouverte. Donc ce vendredi, samedi, porte ouverte. En général, le samedi soir, je rentre ou pas, ça dépend. Il y a des gros événements où il faut rester le dimanche. Et donc souvent, je rentre soit dans la nuit du samedi au dimanche, soit du dimanche au lundi. Pour le coup, le dimanche matin ou le lundi matin, ça ressemble pas à grand-chose. Je D'accord. récupère de ces journées un peu harassantes. Et derrière, quand c'est la période des développements et tout ça, il y a une journée dans la semaine où je vais monter chez Sensas pour travailler soit avec Jérôme Briffaut, soit avec Thomas Vauget, sur OK. les produits. Alors ça peut être aussi bien du développement que voir ce qu'on a reçu, valider, enfin,
il y a un peu tout. Je peux aussi en profiter pour justement recevoir des détaillants au showroom. Mmh. Et derrière ça, il y a aussi de la pêche ou les vidéos à faire. OK. Il y a tout un plan com qui est à faire en parallèle. Et donc au final, j'ai une grosse, on va dire que de octobre à fin mai quasiment. Ça, c'est un marathon là, c'est 60 000 kilomètres à peu près, hein, D'accord. pour se rendre compte du temps que je passe dans ma voiture. Donc OK. j'aurai le temps d'écouter des podcasts, c'est la bonne nouvelle. J'ai essayé de pas dire trop de conneries alors. Et donc voilà, 60 000 kilomètres, mais c'est plein de belles rencontres aussi, hein. Ouais, Et c'est les développements, c'est un peu travailler sur les catalogues, et puis bah, toutes les vidéos qui sortent en même temps, hein. C'est-à-dire que quand on sort une vidéo, faut l'anticiper. OK. Il y a tout ça, c'est aussi réfléchir à d'autres projets. Là, on a plein de gros projets qui arriveront, donc c'est ça, c'est les préparer, faut réussir à bloquer les dates justement dans un emploi du temps un peu serré. Ouais, et justement, comment tu allies, ta vie de famille et ta vie pro? Parce que, souvent, j'ai cru comprendre que tu avais des enfants. Ton taf, c'est pas mal le week-end. Jusqu'à preuve du contraire, l'éducation nationale, ils travaillent pas le week-end. Du coup, est-ce que enfin, voilà, comment tu t'organises? Parce que c'est un truc qui est impactant sur la vie de famille. C'est un truc qui a pris un peu de temps, c'est un équilibre qu'on a trouvé. Après, donc le week-end, je travaille, c'est pour ça que de plus en plus, je rentre le dimanche déjà. Ça me Mmh. permet d'être le dimanche à la maison. En fait, j'ai trois enfants, j'ai deux filles qui sont grandes maintenant et un D'accord. fils qui est beaucoup plus jeune. Et donc le mercredi, normalement, c'est mon dimanche à moi. D'accord. Et je l'emmène à la pêche, aux champignons. Voilà, c'est un peu la journée off. Et après, quand il y a les vacances, j'essaye de garder aussi du temps. OK. Et en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est que arrivé au mois de mai, normalement, fin mai, il y a encore un peu les catalogues et tout ça à faire, mais ça se détend vraiment pour moi. Et pour le OK. coup, j'ai beaucoup plus de temps, de mai D'accord. à septembre. Ouais, la liberté que tu as de pas pointer, enfin de pas faire tes 35 heures et Exactement. Donc cetera. là, j'en profite. J'ai les potes qui viennent à la maison. On va à la pêche pour de vrai, on se fait plaisir, et puis on fait des activités avec les enfants. Ouais, OK. OK, c'est quoi le côté le plus difficile pour toi dans ton métier? C'est une bonne question, ça. De tenir le marathon. D'accord. C'est-à-dire que en fait, à chaque fois qu'on fait une porte ouverte, il y en a une par an dans le magasin, donc pour eux, c'est une fête. Et, Et pour toi, c'est la 40e. pour nous, c'est tous les week-ends. Ouais, Et voilà. Et le deuxième truc, mais ça va, je m'en sors très bien parce que je suis assez franc en général. C'est de pas vendre du rêve aux gens. C'est-à-dire que ça me dérange pas du tout de dire à quelqu'un, prends pas ça. Vaut mieux que tu prennes OK, ça, quitte à ce que ce soit dans une autre marque, parce que OK. ça va pas correspondre au cahier des charges que me demande le gars. C'est-à-dire, c'est l'honnêteté en fait, et c'est ce qui se perd des fois un peu, je trouve, dans la pêche, c'est de d'arriver à on travaille pour une marque, en effet, mais par contre, avant tout, on est là pour que les pêcheurs prennent du plaisir et les conseiller correctement. Ouais, et puis qu'ils prennent un peu de poisson pour aussi avoir envie de revenir Exactement, acheter le des but leurres. c'est ça. Moi, mon but c'est ça, c'est qu'ils aiment la pêche, c'est qu'ils retrouvent des sensations à la pêche. Et donc, je veux pas leur vendre du rêve, donc j'essaye d'être OK. assez factuel dans les choix que je leur propose. OK, et d'ailleurs Tanguy me disait, Tanguy Marlin que tu connais je crois, Mmh. me disait que, lui il utilise pas mal, enfin il pas mal. Il utilise les leurres d'autres marques pour savoir comment ça fonctionne et cetera. Donc, bon, Sylvain a charrié en disant que, il avait des leurres de merde, donc c'était normal. Mais trêve de plaisanterie, est-ce que toi tu utilises des leurres d'autres marques? Et si oui, à quelle fin? J'utilise un seul leurre d'une autre marque, en fait, D'accord, donc c'est assez vite fait, hein. OK. Pour pêcher les truites de mer de nuit, je pêche avec un Rapala, un Kundun 7 centimètres. Là, ça c'est Le un des fameux. leurres qui passe partout, qui a pas de billes, qui est en balsa et qu'on n'a pas du tout dans nos marques. OK. Et j'ai commencé avec ça il y a 25 ans, et pour le coup, pour l'instant, Le il est orange? indétrônable, on va dire, Le par rapport orange, au non? cahier des charges. Ouais. C'est le orange, c'est ça, non? Ça dépend des températures d'eau. OK, ça, Ouais. ça m'intéresse. OK. OK, Mais voilà, c'est mais du ça. coup, d'un point de vue business, excuse-moi de te couper, d'un point de vue business, tu pas du tout de stratégie d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs,
choses comme ça, ça c'est pas ton truc. Alors j'ai la curiosité de voir ce qui se fait ailleurs et puis, j'ai la chance d'être beaucoup en magasin, donc d'avoir les oreilles qui traînent partout et de voir ce qui marche. Et d'avoir des commerciaux aussi qui nous rapportent: «Tiens, il faudrait faire ça et ça». Mmh. Mais, moi ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que comment dire? Ça m'intéresse pas de faire une copie. C'est, Ouais. si je fais un truc, je veux faire mon truc parce que j'en ai besoin moi dans mes pêches, mais sans aller copier le truc à côté. Alors, c'est toujours pareil, quand tu fais un shad, tu fais un shad, ça ressemblera toujours plus ou moins à un autre shad. Il y Mmh. a pas de tour de magie. Mais, si je prends un exemple, par exemple là, la murias, ça marche très bien. Mmh. Ça m'intéresse pas de faire une murias. D'accord. Clairement, d'aller conseiller à un mec, un de mes leurres, si de lui dire par exemple: «Mets une méga bullfrog ou une bullfrog derrière une murias, tu vas faire des poissons», ça je vais le faire. Mais par contre, je suis toujours, hyper curieux et je salue toujours les belles innovations parce que je trouve ça génial. Mais par contre, aller, pêcher avec, pour, en faire une copie derrière et la vendre un peu moins cher, ça c'est pas du tout mon délire. Parce que, OK. c'est pas dans mon ADN ça. OK. Après c'est compliqué là, on commence à avoir fait plein de leurres, ça devient dur de pas faire, un minnow, un shad, un truc, un machin, non? Comment tu Bah, fais on en toi? revient, c'est ce que je te disais, les grosses familles qui sont utilisées depuis longtemps, Mmh. tout ce qui est shad, minnow, tout ça, c'est pas évident. Après, là où on a vraiment bossé, par exemple, si je prends Ilex, c'est sur les couleurs. Si tu prends les couleurs des Magic Slim là, Mmh. on a vraiment bossé sur beaucoup de couleurs, des trucs un peu sympas là, peints avec les paillettes qui vont bien et tout ça. Et au final, ça me va, tu vois? C'est-à-dire qu'un shad, c'est un shad. Après le tout, c'est de savoir l'expliquer Mmh. et d'essayer d'arriver justement à avoir des couleurs qui sortent du lot pour emmener le pêcheur dans ton univers. Et si on prend nos poissons nageurs à truite chez Ilex par exemple, tu vois les codes UV qu'on a apportés, sur, tous les leurres à truite avec du rose fluo, avec du chartreuse, avec des trucs, qui sortaient complètement des sentiers battus. Ça me Mmh. plaît, en fait. D'accord. C'est-à-dire que, refaire un poisson nageur, en effet, maintenant le seul truc qu'on fait, c'est d'améliorer à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as toujours une bavette, tu as toujours une coque dure, tu vas avoir 2 ou 3 triples et puis tu sors un Mmh. peu du lot. Mais en fait, les améliorations, elles seront à l'intérieur. Donc en effet, de ce côté-là, il y a pas de gros tours de magie et les seuls tours de magie qu'on peut faire, c'est, avoir un peu d'innovation dedans et surtout pour moi sur, tout ce qui est finition et puis ce que ça va apporter, aux pêcheurs. OK. Hem, sur le tu parlais du développement de nouvelles couleurs, des UV et cetera. J'ai parfois l'impression qu'on tombe un peu dans le marketing. Il faut avoir 20 couleurs, donc on va mettre un rose, un blanc, un vert, un jaune et cetera. Toi, est-ce que tu as, enfin, quel est ton parti pris déjà sur les couleurs? Et du coup, comment tu fais pour choisir qu'une couleur, elle doit rester ou pas dans la gamme d'un nouveau leurre que vous allez proposer? Alors moi, mon parti pris, il est assez simple, c'est que je raisonne pas couleur, je raisonne contraste. OK, Donc déjà, ça me permet de séparer mes boîtes en 4 gros contrastes: clair, foncé, fluo et puis transparent, avec plus ou moins de paillettes, enfin voilà, pour les eaux OK, très claires. Et après, en fonction des espèces, justement, il y a des codes UV qui marchent mieux que d'autres. Et donc ça mmh, va me permettre de développer ça plus ou moins. Après la grosse problématique qu'on a, enfin en tout cas de notre côté, hein, c'est que les catalogues, on peut pas rajouter, 25 couleurs par leurre, malheureusement. Parce que, quand tu regardes bien, si on prend, n'importe quelle pêche, hein, que ce soit la truite, le bar, le brochet, en fonction des endroits, les lacs alpins, les eaux en Irlande, il te faudrait, pour bien faire, 20-30 couleurs si tu veux pallier à toutes les situations. OK. Mais, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'en général, nous, on a le droit à 6 ou 8 couleurs D'accord. et Tu sauf sur Thomas les qui te best dit: «Écoute mec, il y a 15 couleurs là, tu choisis», c'est ça un peu? en fait, c'est ça, c'est, grosso modo, mis à part les best-sellers où on a le droit un peu de d'élargir les De gammes. plaisir. La OK. plupart du temps, les grosses marques nous demandent de réduire le nombre de couleurs et donc ça fait que si on prend une gamme de couleurs, de n'importe quelle leurre, si on prend un truc truite ou n'importe, les best-sellers, ce sera le coloris Véron, le coloris truite, le blanc et puis après tu auras un truc un peu flashy, par exemple un dos noir, flanc gold, ventre orange Mmh. et après, bah, là-dedans, on va venir mettre 2 ou 3 nouvelles couleurs pour emmener les pêcheurs dans notre univers là. Donc là, ce sera un rose ou un yamamé ou un truc un peu, qui sort un peu du lot.
En sachant très bien que ces 2 ou 3 couleurs-là, ce sont celles qu'on va supprimer l'année d'après parce que ce sera les moins vendus. L'année OK. d'après ou 2 ans plus tard. Mais c'est pas très, très grave. C'est-à-dire que, si tu prends le Brock, tu vois, ce sera, Fire Tiger, Perche, ça c'est les incontournables et donc ça, ce sera toujours tes pas tes 20-80 mais presque dans les ventes. Mmh. Parce que le pêcheur lambda, il est toujours rassuré par ces couleurs-là et donc le pêcheur lambda, c'est la majeure partie des pêcheurs et donc c'est eux qui vont faire le gros des ventes et indirectement, c'est eux qui vont conditionner ce qui sortira l'année d'après. Parce que quand tu regardes le tableau des ventes, évidemment, tes couleurs très spécifiques se seront moins vendues et donc elles vont être éliminées si tu veux mettre des nouveautés. Si tu veux pas mettre de nouveautés, elles vont rester évidemment. Mais une nouveauté se vendra toujours mieux qu'une couleur un peu spécifique comme ça. Mais d'un autre côté, quand tu vas croiser les gars en porte ouverte, ils vont te dire: «Ah, c'est dommage, les mecs un peu spécialistes là, vous avez arrêté cette couleur-là, c'était la meilleure». Et c'est là où on va leur expliquer pourquoi on les a changés et pourquoi en général on a contourné le problème en en faisant une qui répond au même cahier des charges mais qui est un peu différente, qui D'accord. nous permet de maintenir justement l'idée, on va dire, par rapport aux UV ou par rapport à une pêche de nuit ou quoi que ce soit. OK. Mais c'est ce qui est un peu ingrat, c'est que les couleurs où on bosse le moins, puisque c'est des grands standards, Ah ouais, le c'est celles qu'on blanc et garde le cetera. plus et OK. celles qui nous tiennent vraiment à cœur parce que on a envie de raconter une histoire au pêcheur et de lui donner un outil un peu spécifique. OK. Celles-là, elles sont condamnées. Ça t'est arrivé de te battre justement pour une couleur, on disait: «Non, celle-là, on la dégage» et de dire: «Non, non, les mecs, vous avez pas le droit, celle-ci, sur ce leurre-là, il faut la garder»? On se bat pas pour une couleur, mais je peux prendre un exemple. En Genki, on avait le V2, qui est un shad effilé avec un petit voile sur le dos, là, qui est excellent pour le cendre et puis le bar notamment, qui est vraiment un incontournable, par exemple, pour les pêches en verticale en rivière. Mmh. Et évidemment, ça a jamais été une grosse vente comme un shad polyvalent. Mais Mmh. par contre, c'est vraiment un des trucs qui, dans nos boîtes, tout l'hiver, cartonne. Mais pour le coup, ça cartonne pendant 3 mois et le reste du temps, on s'en sert pas. Donc, c'est toujours difficile de rivaliser avec un chat standard. Et donc on s'est battu avec Jérôme. Au début, il était en box. Après, quand il a fait le supprimer, on l'a remis en sachet. Mmh. Et quand on a supprimé les sachets, on l'a refait en V3. Voilà, D'accord. c'est-à-dire et je sais qu'il y a plein de mecs qui pêchent le cendre et le bar là, il y a plein de mecs qui le découvrent et qui me disent: «Ah, il est trop bien ce leurre», voilà et donc un truc qui pour nous est incontournable, on va essayer de trouver une solution en effet. Mais me battre pour une couleur, non, je choisis mes combats, c'est-à-dire que si la couleur elle est bien, à la rigueur, j'ai envie de te dire, je vais m'en prendre deux trois, je vais les mettre de côté. Et puis je sais que 2 ans après, tout le monde aura oublié qu'elle existait, j'aurais mis un point noir en plus, ça reviendra. Donc c'est même pas c'est un combat Mmh. que je vais pas mener ça. D'accord, OK. Et sur le choix des couleurs que tu vas mettre dans une gamme, les nouvelles couleurs et cetera, est-ce que tu t'appuies sur, je sais pas, des données scientifiques? Tu vois, on parlait des UV. Est-ce que, enfin, est-ce que c'est juste toi qui dis: «Tiens, un blanc avec dos noir, ça me paraît bien pour ça», ou est-ce que tu lis, je sais pas, des revues scientifiques, je sais pas, des vidéos, des podcasts, de fous sur, là, c'est les couleurs, mais peut-être l'hydrologie et cetera, qui te donnent des idées, de nouveautés? Bah, il y a plein de en fait, je suis une éponge moi, tu sais? C'est comme je rencontre beaucoup de pêcheurs et je prends toujours le temps de discuter en porte ouverte parce que l'intérêt d'une porte ouverte, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le pêcheur, il vient chercher un produit, mais d'un autre côté, moi, je m'invite du terrain. Et Mmh. quand tu as des réflexions qui reviennent régulièrement, tu vois, des gars qui disent: «Ah ça, cette couleur-là, par exemple, quand c'est comme ça, franchement, je cartonne vraiment», des trucs où toi, des fois, tu l'utiliserais pas. Et quand ça revient, tu vois, tu notes, tu dis: «OK, ça, je note une fois, 2 fois, 3 fois» et il y a ça. Après, j'aime bien quand on échange avec Jackal, par exemple, parce que les mecs on distribue Jackal, là, avec Ilex Ouais. et donc J'ai là, les interviewé Japonais Thomas sont, qui m'a parlé de ce partenariat un peu. les Japonais, là, il y en a qui sont vraiment pointus sur certains trucs, donc j'aime bien discuter avec eux, mais après c'est plein d'échanges avec plein de pêcheurs, en fait et Ils parlent ça japonais? m'ouvre quand je vois des petites docs qui passent, je chope au Ouais, passage, en fait, genre, je suis d'accord. toujours à l'affût d'un peu toutes les infos, ouais. OK. Tu parles japonais? Non, on fait ça en anglais. C'est peut-être pour ça que des fois les couleurs correspondent pas d'ailleurs. Non, ça va. Ah, j'en ai fait un an, c'est une catastrophe. Je m'étais dit: «Je vais travailler dans la pêche, c'est japonais ou anglais», du coup, je vais faire japonais. OK. Une catastrophe et On du est coup rien du de coup, je ces travaille ouais, pas dans la pêche et je suis toujours nul en japonais. comme quoi. OK. Hem, pour passer à la partie suivante, c'est quoi ton plus beau souvenir de pêche, Gaël Even?
J'en ai des tas, en fait. Et Bah, je sais bien, mais il y en a un où tu fermes les yeux, je suis sûr, il vient plus vite que les autres. T'as le droit à deux. J'accepte deux parce que ouais, tout le mais monde tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3. En fait, je sais pas, un de mes plus beaux souvenirs, c'était ma première truite de mer en nymphe, peut-être. D'accord. Parce que je pêchais les ombres et que c'était du 10 centième et que c'était un hameçon de 16 et que c'était pas du tout prévu pour ça et que ça a changé une grosse partie de ma vie pour les guidages, pour tout ça. Parce que Mhm. c'est là que tout a commencé. Et en ferrant ce poisson, j'étais avec un pote, je dis bah viens voir, de toute façon on la verra jamais. C'était un poisson qui devait faire 3,5 kg, tu vois. Ah ouais. Quand ça s'envole à 1,50 m au-dessus de l'eau, là, que t'as ta tige, Hmm. elle en soit de 3, tu te dis bon bah là, l'espérance de vie du montage, elle est assez faible. Et voilà, et en fait il y avait tout. C'est-à-dire que j'aime bien, je pêche beaucoup avec des potes. J'aime bien, j'adore ça. J'adore le partage, j'adore passer un bon moment. Et j'aime autant faire attraper les poissons que les attraper. C'est-à-dire que mes plus beaux souvenirs de pêche, c'est pas forcément les miens, en fait, c'est des souvenirs en groupe, tu vois, avant tout. D'accord. Et pour le coup, je suis avec un pote, j'ai lui montrer juste cette technique-là en disant, tiens, attrape plein d'ongles, plein de trucs, tu vois, c'est rigolo. Et puis bah là, et je me retrouve pendu avec cette truite de mer, on n'a pas d'épuisette, enfin, c'est un vrai sketch, et ça va, on était en ville, là. Et à un moment, j'entends une voix, donc il y avait un ange au-dessus, là, tu vois, c'était un gamin qui me dit, monsieur, vous voulez une épuisette? Et je dis, bah ouais, je veux bien une épuisette. Et l'épuisette tombe du ciel, tu vois, donc déjà, le truc est assez sympa sur le principe. Et en fait, donc, c'était l'ascenseur émotionnel parce que tu fermes ce poisson, tu te dis, bon, il va me défoncer. Et au bout de 5 minutes, tu es encore dessus, tu dis, je vais peut-être finir par le prendre. Mais tu te dis, maintenant, c'est pas gagné, il faut le mettre dans une épuisette. Et là, on me dit, tu veux une épuisette? Je dis, bah oui, je veux une épuisette. Donc, oh, Hmm. je me dis, ouf, une épuisette. Et l'épuisette tombe du ciel et il se trouve qu'elle doit faire genre 20 centimètres d'ouverture, toi. Alors, le filet est un peu grand, mais c'est une épuisette, c'est un filet papillon. Et donc, je regarde le truc, je me dis, moi, là, c'est pas encore gagné une fois de plus. Et pour finir, elle est rentrée dans l'épuisette, on a réussi à la mettre dedans et on a pris cette truite de mer. Donc ça, c'est un beau souvenir et c'était un bon moment de partage avec un pote. Les gamins au Dupont étaient contents. Enfin, c'est un Hmm. tout quoi. Et voilà. Ok. Après, mais je je pense que quasiment chaque nouvelle espèce, c'est un beau souvenir aussi, tu vois. D'accord. Mon premier Ton wrap, ma pire, première truite, c'est des beaux souvenirs. ton pire moment de pêche ou ton pire souvenir? Mon pire souvenir de pêche? Ouais. Ou galère, hein, c'est pas forcément tu vois, un truc dramatique, mais un truc où tu dis putain là c'était vraiment une sortie de merde. Ouais, bon alors ça, il y en a eu plein, mais je crois que les pires souvenirs de pêche, ils sont associés aux meilleurs en fait. C'est pour moi le pire. C'est toutes les fois où, par exemple, tu es dans une chasse de bar ou un truc de l'espace et que tu dois rentrer parce que le sas il ferme, parce que le port, parce que la mise à l'eau, tu vois. Et en fait, ça, c'est les plus frustrants des fois, c'est ça. C'est pas des sorties galères où tu as enfourné de l'eau avec un bateau ou tu vois, moi, on a eu une panne moteur par exemple, en revenant comment, mais du grand large, tu vois. Donc ça, ouais, c'est chiant, c'est des trucs chiants. Mais voilà, c'est une anecdote de pêche à raconter avec des potes, une sortie parmi tant d'autres. Mmh. Après, OK. les trucs où tu trouves et où ça commence à être très très bien et on me dit non, bah là, faut y aller, monsieur. Tu dis, ah, Mmh. là, ouais, ça me laisse plus sur ma faim. Ça m'est arrivé ce week-end avec ma femme et ma fille. On était dans le Nord-Cotentin sur un spot que tu connais. Et on a cartonné des petits en surface. Et je dis, allez, dernier lancé, là, il y a souvent des gros. Et là, on a fait un 3,5 kg en rouleur de surface. Et il fallait rentrer, les portes allaient fermer. Et tout le monde était remotivé. On s'est dit, merde, trop Ouais, ouais. tard. Donc voilà, tu vois, et au final, tu vois, ça, ouais, quand t'aimes bien la pêche, ça, c'est rageant. Ouais. Ouais. On a Ah bah eu, ouais, tu ouais. vois, là, on a fait une compète avec Marc, là, le week-end dernier, là. Et Ouais, j'ai vu. Bravo, vous avez gagné d'ailleurs. ouais, 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 on a eu un peu de chance, ouais. Mais on avait une vraie pêche de perche à faire. Mais il se trouve qu'il y avait des quotas, fallait faire les autres espèces. Et à chaque fois qu'on trouvait bien les perches, et on avait vraiment bien trouvé, il y a de quoi faire une pêche d'anthologie avec des gros poissons et de se faire plaisir. Mais au final, dès que tu commences à rentrer des beaux et que tu en as un peu, bah, faut que tu arrêtes pour aller pêcher autre chose. Donc il y a ce côté un peu frustrant à la pêche, ouais, d'avoir trouvé, d'être au bon endroit au bon moment, le bon leurre. C'est-à-dire que tu as résolu tout le système là. Et puis on te dit, bah non, c'est fini. Merci, au revoir. Merci, au revoir. T'as juste regardé la Ok, carte d'un bon resto, puis t'es pas rentré parce qu'il était fermé, quoi. Tant pis. c'est ça. T'as les avis TripAdvisor, merde, putain, la 5 Exactement. étoiles. J'ai ma fille qui m'a dit de te poser une question et que je vais poser maintenant. Donc, tu es le deuxième à qui je la pose après Tanguy ce matin. Sur quel spot de pêche tu te sens le mieux?
quel spot de pêche je me sens le mieux? Ouais, tu te sens, pour toi, c'est genre, le spot où tu es heureux d'être là, genre tu je sais pas forcément ton jardin, mais tu dis: «Putain, là, il y a tout, quoi». Ah ça c'est, je dirais, une rivière à truites, pleine de rochers dans une vallée encaissée avec, la rivière qui chante et les oiseaux au printemps au lever du jour. OK. Pas mal, OK. C'est la Touques, ça, un peu, non? Non, la Touques, il y a pas de Sans les rochers, Ouais, ça, il y en a en Suisse c'est des arbres pas normande, mal. mais j'ai été un peu dans le Massif central aussi, il y avait ça là, mais j'ai ça en Suisse normande par chez moi là, il y a vraiment des petits paradis là, où, pendant que tu pêches, tu peux voir des visons ou des loutres qui se baladent, des machins et avec plein de truites et des rivières qui chantent encore, avec des poissons. Tu as le haut de la Vire qui est pas mal pour ça, je sais pas si tu connais? Ouais, mais il y a moins de poissons que ce que je connais. J'aime bien. J'aime bien prendre des poissons. Ah, bah, on est d'accord. Pour passer à la partie un peu plus technique, j'ai interviewé Sylvain qui m'a dit que sur le bateau, tu étais le gars qui tentait tout, même les trucs les plus improbables. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors ça reste une question de prisme. Pour moi, c'est probable parce que je le tente. Ouais, j'ai une démarche, assez ouverte au niveau de la recherche, au niveau des leurres. J'adore les leurres, en fait. J'adore les leurres, et pour moi, c'est des outils et j'adore fermer des portes. C'est-à-dire que, je procède par élimination, de manière raisonnée, vraiment raisonnée, et si je vois une piste, qui me plaît, alors que ce soit, ça peut être des fois juste une couleur, hein, qui me parle sur un truc. Et après, je vais aller chercher l'outil de cette couleur-là qui va me permettre d'aller le plus vite possible et émettre plus ou moins de vibrations, justement, soit métallique, soit poisson nageur. Et je vais tourner autour d'un concept, c'est-à-dire que je change jamais au hasard. Je change en général un seul critère à la fois, sauf si vraiment j'ai pas eu de toute piste et qu'à chaque fois ça foire en fait ce que j'ai mis. Mais si j'ai un début de piste, je vais tout de suite partir sur autre chose mais en gardant une des constantes et voir si plus de vibrations ou moins de vibrations, les poissons répondent mieux. Et à partir de là, je vais reprendre mon cheminement et retourner sur autre chose. Et en fait, c'est un D'accord. raisonnement en entonnoir qui me permet à la fin d'arriver sur ce qui est pour moi à ce moment-là le meilleur leurre possible. OK, et justement, est-ce que on peut rentrer dans le détail? En gros, tu arrives sur un spot, tu dis: «OK, aujourd'hui, il y a tant d'eau, il y a telle condition, donc c'est shad 15 centimètres». J'ai bien compris que tu étais pas trop sur les gros. Et puis en fonction de ça, tu vas essayer une caudale plus petite ou une autre couleur, et cetera. Enfin, comment tu procèdes? J'ai bien compris, tu es sur une théorie, sur un item, mais du coup, c'est quoi les changements? Est-ce que tu as un ordre prédéfini? Enfin voilà, est-ce que tu peux m'en dire Alors un peu plus déjà, là-dessus? avant de commencer, en fait, enfin, je suis pas un tout jeune pêcheur, on va dire. J'ai déjà pêché un petit peu. Donc en fait, je confronte la connaissance que j'ai par rapport au milieu et aux besoins des espèces à leur réaction par rapport aux expériences que j'ai par rapport à ma boîte de leurre. C'est-à-dire que sur les brocs, si on prend les brocs, en fonction des températures et de la saison, et de la couleur de l'eau, de l'endroit où je me trouve, je vais déjà sortir pour moi les deux ou trois catégories de leurres qui ont le plus de chances de fonctionner. OK. Donc sur du broc, si on prend un cas comme ça, là, je vais sortir en effet un shad, là, je vais sortir un leurre métallique. Et derrière, je vais sortir un leurre dur. Alors, ça peut être un leurre de surface s'il y a peu d'eau, ça peut être un jerk s'il y a un peu plus d'eau, ça peut être un lipless si l'eau elle est un peu chaude. Je vais sortir ces leurres-là et je vais lancer ces trois leurres-là dans l'eau. Et en fonction justement de la réaction, si je vois que sur le métallique, j'ai absolument rien, une fois que j'ai passé un spinner et un shatter, je vais les ranger. Si par contre je vois que j'ai par exemple des réactions sur des PN un peu fluo, de là, par exemple, si je prends un exemple, hein, j'ai pris un lipless parce que je pêchais des grands plateaux d'herbier, j'ai des touches dessus. Je commence à avoir isolé ma zone, et ben là, je vais peut-être mettre un minnow fluo, justement, pour voir D'accord. si en faisant des pauses, je déclenche pas des poissons plus gros, ou carrément mettre un vrai jerkbait à broc, parce que le vent s'est levé, et que le matin, ils étaient là pour voir s'ils réagissent. Et de D'accord. là, j'essaye d'isoler d'abord le comportement des poissons et la zone où ils se trouvent. Et une fois que j'ai trouvé ça, je vais changer. Mais c'est vrai que, et en fait, je sors toujours mes leurres à l'avance. Enfin, je sors une partie des leurres à l'avance que je mets devant moi et
je vais les passer, plus ou moins. Alors, il y a des fois, il y en a qui vont pas passer, hein, parce que t'avais une idée de base et puis elle est pas très bonne. Et je vais passer ces leurres-là, et en fait, ça fait que quand je jette juste un coup d'œil sur le pont du bateau, là, qui ressemble des fois un peu à un bazar, je sais déjà, je me remémore facilement lesquels ont eu les touches, pourquoi, comment et sur quel type de poste. Et de là, une fois que j'ai fait cette sélection-là, je vais réouvrir mes boîtes et aller ressortir ceux qui correspondent encore mieux à ce que je cherche. D'accord. Ok. Donc tu affines petit à petit. Et une fois que tu as trouvé, en revanche, tu changes plus. Tu ponces Si, avec le même si, truc. si, Si? si, parce Ouais. que c'est je suis, en fait, prendre des poissons, j'en ai attrapé deux ou trois déjà. Et c'est pas tant en prendre beaucoup qui m'intéresse. C'est D'accord. comprendre comment les prendre différemment qui m'intéresse. C'est-à-dire que dans tes boîtes, et c'est là où avec Sylvain on était complètement, enfin on est différents, hein. C'est que lui pêche souvent avec ses valeurs sûres Mhm. et il le fait très bien. Et donc moi j'ai des valeurs sûres, mais une fois que j'ai pris dessus en fait, je vais essayer de trouver autre chose. C'est-à-dire que le problème des gens, c'est qu'ils ont des boîtes de leurre et ils pêchent toujours avec les mêmes. Alors ça a du bon, hein. Ça a du bon, mais le problème c'est que tes poissons, tu les habitues forcément. Et il y a quand même ce phénomène d'accoutumance qui est vraiment bien réel chez les poissons. Et Ouais. il y a plein de fois où tu es surpris parce qu'en sortant de ton schéma, là, tu vas essayer autre chose et des fois tu prendras encore mieux et plus gros. Et Ok. donc c'est pour ça qu'une fois que j'ai trouvé, si je suis sûr qu'ils sont là, je vais passer à autre chose qui, par exemple, une technique que j'ai envie de développer ou un leurre que j'ai envie de comprendre mieux et essayer de prendre des poissons avec, voir comment ils réagissent. Et je vais prendre deux ou trois chemins différents. Et si je me perds, c'est pas grave, je reviendrai en arrière, je vais reprendre l'autre, je vais reprendre confiance et je vais y retourner. Mais c'est pas le score à la fin de la journée m'importe pas tant que ça. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir pris des poissons. Tu vois, on en revient à la pêche en surface, par exemple. Il y a plein de fois où tu as trouvé un leurre qui marche sur les bars là. Mhm. Et pour autant, donc tu peux y rester et tu vas faire tes poissons toute la journée. C'est pas le ou tout le, on va dire tout le bon moment de marée, parce que toute la journée, Ouais. ça arrive pas si souvent que Mhm. ça. Mais tout le bon moment de marée, tu vas rester dessus. Mais il y a des fois, tu te rends compte qu'en choisissant un peu plus gros ou un peu différent ou une sonorité différente, tu vas faire monter un peu moins, mais des plus gros. Ou des fois, tu Ouais. verras qu'au lieu de monter et d'attaquer partout un peu dans le vide derrière et puis d'en prendre un sur trois, tu vas trouver le truc qui fait que chaque fois qu'il y en a un qui monte, il n'y aura pas de fausses attaques, il va montrer, il va se l'engouffrer directement. Et en fait, il y a que comme ça que t'apprends. C'est-à-dire que enfin ça c'est mon point de vue, hein. Les gens souvent changent de leurre quand ça mord pas, et une Oui. fois que ça Et mord, sors ils en changent celui trop. avec qui. Tu sors celui que tu sors jamais quand ça mord pas, puis du coup Ouais, tu confirmes que c'est un leurre de merde et tu le réutilises plus jamais. exactement. Ouais. C'est le principe des rubber jigs dans les boîtes. Tous les mecs te disent oh j'en ai un, j'ai jamais rien attrapé. Tous les mecs te disent oh j'en ai un, j'ai jamais rien attrapé. Et Ils sont là sur mon bureau. finalement, non, c'est quand ça mord qu'il faut sortir des leurres qu'on connaît pas. Parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre à les connaître et à en faire et à les faire devenir des bons leurres. Et donc moi, ma T'as eu comme philosophie, elle ça est là. des. Ça t'est arrivé d'avoir comme ça, de te dire vas-y, je tente un truc improbable et te dire putain, ça marche. Enfin, t'as un exemple ou peut-être un leurre où tu t'es dit putain, celui-là, j'ai du mal et tout. Et puis là, waouh, je crois que j'ai trouvé le truc qui lui va bien. Des trucs improbables. Après, je te dis, comme je suis assez ouvert d'esprit, faut quand même avoir un truc improbable. Alors c'est pas de moi, mais c'est un pote là qui s'appelle Gigi qui lui fait des trucs improbables, tu vois. Et Ouais. pour le coup, il me dit, putain, je suis en train de démonter les cendres en Seine. Je dis, bah c'est bien, ouais, tu les pêches comment? Ah, je les pêche au Waki avec des Senko dans 8 mètres d'eau en 1,5 g là. Allez, tiens, je dis, ouais, bah voilà, tu vois, ça pour moi, c'est un truc improbable. C'est-à-dire que ça me dépasse. Alors autant le Ouais. faire avec des basses en lac, oui, mais aller pêcher des cendres avec des Senko en Waki dans la Seine à l'étiage, je n'avais pas le concept. Et voilà, mais après, des trucs improbables, ah, je réfléchis. Improbable ou alors des trucs où tu t'es dit tiens, ce leurre-là, j'avais du mal avec. Et je crois que ça y est, je lui ai enfin trouvé sa condition optimale pour fonctionner. J'avais un peu ça, si on vient en arrière sur le Magic Swimmer. Sur le Magic Swimmer, moi j'adore pêcher au swim. Tu vois, je suis un fan de tout ce qui est swim. Et pour le coup, Mhm. j'ai tendance à pêcher lentement au swim. C'est-à-dire que c'est des pêches d'eau claire, à pêcher lentement.
Et pour le coup, le Magic Swimmer, devant l'engouement qu'il y avait à l'époque, tu te dis, bon, bah, je vais prendre ça et puis ça va bien se faire. Et au début, j'ai pris des tôles, des tôles, des tôles. Et en fait, non, fallait juste pêcher plus vite qu'avec d'autres et ça se mettait à fonctionner correctement. Donc voilà, ça peut être ça, toi. Et c'est vrai que le long du spoon était pareil, toi. Un truc, j'ai bien pris des poissons à partir du moment où je l'ai ramené en linéaire comme une tournante et c'était très bien. C'est comme ça qu'elle marchait le mieux Grave. pour moi. Oh là là, j'ai fait des gros avec celle-ci. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est tu te dis c'est une cuillère ondulante, donc je vais l'animer comme les autres cuillères ondulantes, celles qu'il y avait chez Abu à l'époque. Des tirets, des Ouais. relâchés, des machins, ce sera très bien. Et en fait, pas du tout. Et donc c'est pour ça que je reste assez ouvert d'esprit et que j'aime bien essayer quand ça mord des trucs pour voir. Après, tu vois, j'ai pêché dans les chasses de bar avec des jerks à brocher, là, des trucs de 18 centimètres en me disant je vais trier. Tu tries pas plus que ça, t'en prends. Et c'est là que tu te dis, bon, en fait, il y a pas de limite. En fait, moi, c'est ce que je dis toujours à la pêche, la limite, c'est notre imagination, hein, c'est pas le reste, hein. Ouais. Bah, Nico Cadio me disait qu'il arrive à faire bouger des barres avec des Balam 245 et qu'il s'en sert presque pour voir si les poissons sont là, tu vois. Hmm. Il me surprend pas du tout, hein. Ok, ok, ok. Il y a une technique pour toi qui est sous-cotée? Un truc où tu dis, wow, là, les gars, on n'en voit pas beaucoup, pourtant ça c'est vraiment game changer. Bah, pour les brocs, moi, le rubber jig, ouais, par exemple. Rubber jig Ouais. écrevisse, ça, c'est clair. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup et je prends des poissons presque partout avec ça. C'est rare que. Je dis pas que c'est toujours le truc qui cartonne, hein. Il y a quand même des Hmm. moments où ça cartonne très très fort. Mais par contre, c'est rare de pas réussir à en prendre avec. Donc, des techniques comme ça, il y en a pas tant que ça au final quand tu regardes. Des trucs qui prennent tout le temps, un peu partout. Tu as juste à changer ton grammage, ta couleur et puis la vibration et la présentation et c'est bon. Et qui Et peuvent passer justement, dans tous les postes. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Et qui peuvent Quand passer est-ce dans que tous les tu postes, tu vois. ouais. Quand est-ce que tu le sors ton rubber jig? Alors tu m'as dit que tu changeais beaucoup, donc tu vas me dire que tu le sors à chaque fois, mais Ouais, est-ce qu'il y a des conditions où tu dis ça, je sais pas, température de l'eau, vent, pas vent, etc. pêche Voilà, de quand est-ce que tu dis ok, la rubber? Je vais me dire, ok, rubber, si par exemple, pêche de printemps, j'entends beaucoup de grenouilles chanter dans les bordures, j'ai des bordures un peu encombrées, et que l'eau, elle n'a pas encore chauffé de trop, là, si elle est encore on va dire, entre 15 et 18, là, je sais que je vais faire quelque chose D'accord, avec ça, sur des pêches de broc. Et après, par exemple, sur les cendres, sur de l'eau, quand elle a atteint 20 degrés, là, au mois de juin, là, quand ils se suspendent un peu dans les arbres, je sais que je vais faire quelque chose avec aussi sur les grosses cendres. d'accord. Ok. Et du coup, comment, pour rentrer un peu dans le détail, comment tu le choisis? Tu vois, tu parlais de début de saison, tu parles du centre dans les arbres. Est-ce que c'est le même jig que tu utilises tout le temps? Le grammage, comment tu le choisis? En fonction de la période, quel trailer, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors déjà si je pêche le bass, la perche et le broc, j'ai tendance à matcher tout le temps mes trailers avec le jig. Ok, C'est-à-dire, ça va être par exemple foncé, foncé, tu vois, ça peut être un noir avec un trailer un peu marron pailleté noir ou un truc de ce genre, mais j'aime bien quand ça match. J'aime bien avoir une uniformité et pour les cendres, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que j'aime bien avoir quelque chose de très fluo avec un autre quelque chose de fluo derrière, mais qui contraste vraiment. ok, Ça, c'est ma base sur ces espèces-là. Et après, j'ai trois types de trailers. Je m'embête vraiment pas trop. C'est-à-dire, j'ai grenouille au printemps pour les brocs là. mhm, Ça dure 3 semaines, un mois, mais ça me permet d'avoir un jig plus gros, qui plane davantage, qui se pose sans bruit. Et si je veux pêcher des herbiers et que ça se pose dessus, ça va être parfait. ok, Donc, je vais avoir ça. J'ai le plus souvent, c'est écrevisse mon trailer. Écrevisse qui flappe pour tout ce qui est broc. Ce ok, qui est cendre et perche, pas forcément des pinces qui flappent. Ça va dépendre. Sur les basses, s'ils sont agressifs ou si l'eau elle est trouble, je vais mettre des pinces qui flappent. Par contre, sur de l'eau claire et des poissons un peu plus méfiants, j'aurais plus tendance à mettre des pinces flottantes et à l'animer un peu plus sur le fond. ok, Et après, ça va être du shad. Donc des shads un peu toniques, un peu balèzes là, pour ralentir la descente de mon jig et provoquer les poissons. ok, Notamment quand ils sont embusqués dans des bordures qui tombent pas mal, ou si je veux pêcher un peu, ce qu'on appelle un swimming jig, là, un peu vite, sur des herbiers, et de temps en temps, à la frontière de l'herbier, le laisser redescendre, vraiment ce qu'on d'accord, appelle en falling, là, en le ralentissant. Et après, le truc du jig, c'est que le grammage, il veut rien dire.
C'est-à-dire que le grammage de ton jig, en fait, il veut rien dire si t'as pas associé le trailer avec et que t'as pas le diamètre de ta tresse. Parce qu'en fait, ce qui compte dans le jig, c'est la vitesse de descente. Et donc, tu peux Ok. très bien avoir la même vitesse de descente avec la même vitesse de descente, par exemple, avec un 10 grammes et une écrevisse qui flappe pas, qu'avec un 14 grammes et une écrevisse qui flappe, ou un 21 grammes avec un shad, une grosse tresse qui te le retient. Et Ok. souvent, un des critères, c'est un peu comme quand tu pêches les truites en infavue, là, c'est juste la vitesse de descente. Ou les basses sans plomb, par exemple, ça marche pas exactement pareil. Et la vitesse de descente, elle va jouer, c'est-à-dire que soit tu as des poissons qui sont vraiment embusqués et qui chassent des proies un peu au-dessus, et il va falloir un truc qui descend pas trop et qui plane. Soit au Mhm. contraire, tu as des poissons qui sont juste au repos dans un arbre, et là, tu vas chercher à avoir une descente le plus rapide possible avec une vibration en général un peu balèze aussi, pour provoquer une touche réaction. Ok. Et tu peux très bien pêcher des bases dans 40 centimètres d'eau avec 21 grammes et avoir des touches qu'avec le 21 parce que faut que ça descende très vite. Et c'est pareil sur les brocs. Et à contrario, 2 heures plus tard, tu jetteras un truc de 3 grammes avec une petite écrevisse qui le ralentit parce que ils ont changé de comportement. Ok. Ok, très clair. Et sur ton setup, canne, moulinet, etc., sur cette pêche-là? Là, je me suis fait une canne en Night Shadow, donc qui me convenait très bien. Alors, on l'a rechangé pour l'année prochaine, mais ça fait 4 ans que je pêche avec ça là. On l'a appelé Jungle Blast, donc porte bien son nom, tu vois, elle est faite pour aller dedans là. Une canne très conique, un talon très court, 2,20 m, c'est les longueurs que j'aime bien là pour pouvoir pitcher facilement. Mhm. Et par contre, j'aime bien avoir un peu de douceur au niveau du fion. Ça permet deux choses. Ça permet d'une, quand t'as les touches et qu'il faut rendre un peu la main, d'éviter que le poisson sente tout de suite le blanc là. Et de deux, ça permet quand tu passes les herbes ou les bois d'avoir un petit peu de douceur pour le passer sans trop planter ton truc. Ok. Donc voilà. Après, au niveau des moulinets, j'ai des THG Gunky en 200, là, je cherche même pas dessus. Je mets des 200, il y a pas de piège. De toute façon, le frein, il est serré quasiment à bloc, donc le problème, il se pose pas trop de ce côté-là. Ouais. Et derrière, je mets pas des trop, trop gros stress, c'est-à-dire, enfin, pas trop grosses pour du jig, hein, je mets en général 22, 24 centièmes, là. Ça me va bien. C'est-à-dire que je veux qu'elle ait un peu de portance, mais je veux un peu de souplesse, justement, si jamais je suis amené à pêcher avec des jigs un peu plus petits. Ok. Voilà. Ok. Bas de ligne, pas bas de ligne, acier, Euh, fluoro. Deux choses l'une, soit l'eau est claire et c'est on va dire des structures molles comme des herbiers. Et j'ai envie de pêcher un peu entre deux eaux, en fouling ou tout ça là, où il y a beaucoup de pêche que je fais au broc. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pêchent jig au broc en lançant en plein dans le milieu des obstacles là. Et il y a des fois où c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pêche beaucoup, beaucoup la périphérie. J'aime pas faire de bruit quand ça se pose et j'anime énormément entre deux eaux pour déclencher une réaction. Et dans ces cas-là, régulièrement, je mets un bas de ligne en 40 ou 44 là. Et au bout, je vais mettre un tout petit choc de 75 là pour éviter de me faire couper au ferrage. Ok. L'avantage du 40, c'est que ça permet d'avoir quand même une descente un peu rapide du jig là. Ouais. Et ça va bien. Après, si l'eau elle est trouble, clairement, et que les poissons ils sont au cœur des obstacles, je mets direct du 75 au bout là. J'en mets 40, 50 centimètres. Et ça suffit largement. Ok. Ok, super. Il y a un leurre que t'emmènerais partout si tu devais en avoir plus qu'un jusqu'à la fin de tes jours? Enfin, que tu garderais avec toi? Ah, je suis pas puni à ce point-là quand même. Alors, bah, j'ai envie de te dire, si je devais garder un leurre, si tu me disais faut que tu manges un peu partout et il te faut un leurre, je prendrais un chat de 10 centimètres ou de 11 centimètres là, tu vois. Ouais. Ok. Avec ça, là, tu vois, je sais que si je prends un nitrochat de 90 par exemple, je sais que ça va Très bien se bien. passer, tu vois. Et pas Je vais de. demander à Thomas qui nous remette des sardines en rayon parce que il y en a plus. On va y arriver, on va y arriver. Mais voilà, après, c'est ça, le shad, tu fais ce que tu. Enfin, en fait, c'est ce qui me fait toujours. C'est ce que j'aime bien quand je pêche à l'étranger, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes aux Pays-Bas, quand la verticale est arrivée, ils ont tous pêché avec des finesses et des slugs. Et nous, quand on s'est approprié cette technique, comme on avait davantage pêché en linéaire avec des shads parce qu'on venait du manier, on a commencé avec des shads et on a pris avec des shads. Et finalement, c'est vrai qu'en France, le leurre le plus utilisé, ça reste le shad. Mais
c'est des questions, enfin, c'est notre ADN de pêche, c'est-à-dire on va dire, c'est l'expérience collective qui fait ça. Ouais. Et justement, il y a des choses que tu trouves un peu surcotées ou utilisées à mauvais escient dans la pêche? Alors, à mauvais escient, si ça prend, c'est pas mauvais escient déjà. Et après, surcoté, en fait, je me permettrai pas de juger, parce qu'en fait, à la pêche, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a la capture qui apporte Mmh. du plaisir, mais il y a aussi le fait d'utiliser telle ou telle leurre qui va t'en apporter. Et je rigole tout le temps quand les mecs me disent, bah, chez nous, ça mord que là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que ça, Mmh. c'est un des trucs qui me fait le plus marrer dans la pêche, parce que ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a un Ouais. truc qui soit meilleur à un moment, pendant un moment donné, à un endroit donné, ça, je veux bien le croire. Mais que toute l'année, on me dise ici, il n'y a que ça qui marche, ça, j'y crois pas un instant. Ça, c'est impossible, parce que les besoins du poisson, ses réactions, elles changent toute l'année, donc il n'y a pas de raison. Mais après, je suis toujours, ça me fait toujours sourire, ouais, quand on me dit ça, ça, ça. Mais si le pêcheur il prend son plaisir avec ça, je vois pas pourquoi j'irais lui casser son rêve, tu vois. S'ils veulent les attraper comme ça, très bien. Moi, mon plaisir, c'est Ouais. de les attraper de plein de manières différentes. Mais après, il y a plein de gens, c'est juste les attraper avec tel truc, tu vois. Et au final, quand tu regardes, parce que je pense pas faire partie des tout nouveaux dans la pêche, c'est toujours des questions de mode. Tu vois, on a eu la verticale qui est arrivée, les poissons ont découvert ça, tout le monde s'y est mis, on a pris des poissons. Alors je te dis, au début c'était des shad, après pour le coup ils ont compris les shad, on a pêché avec des finesses, machin, bon. Après avec Sylvain, tu vois, on pêchait au plomb-palette, en compète, on a attrapé plein de poissons, tout le monde s'est mis au plomb-palette à un moment. Il y a eu les spinnerbaits qui sont arrivés, à l'époque on pêchait déjà avec des chatteurs, mais ça restait confidentiel. Les chatteurs sont arrivés au moins 10-12 ans plus tard, ça y est, tout le monde s'emparait du chatter. Et au Mmh. final, c'est que des cycles. Et si je regarde sur le bar, par exemple, comment ça s'est passé? Au début, t'avais deux, trois leurres dures comme les Big Big ou les choses comme ça, mais il y avait vraiment pas des tonnes de leurres dures pour le bar. Ouais. Tout le monde les pêchait avec les premiers, c'était vraiment avec des yann et puis des fois des plumes à macro au-dessus et ça se pêchait comme ça. Il y a eu les Mmh. Big Big qui sont arrivés, il y a eu les raglous avec le buldo. Et ça a fait des tas de poissons parce que c'était nouveau, on en pêchait des nouveaux. Et après, la pêche au bar, c'est vraiment démocratisé, on va dire, de manière sportive avec l'arrivée de Lucky Craft, avec les Samy, Les avec les Flash Samy, les Flash Minnow, avec les Minnow. Bifreeze. Et moi, je me souviens à l'époque, c'était assez dingue. T'allais pêcher avec ça, c'était une révolution. Et on a pris plein de poissons, des gros, des petits, des moyens, dans beaucoup d'eau, dans pas d'eau, en sachant qu'on allait rarement dans plus de 10 mètres quand même. Tu vois, c'était la tranche 8-0 qui était la plus concernée. Après, il y a eu les compètes de pêche au bar qui sont arrivées. Là, on s'est mis à les pêcher en traction. Mmh. La volée est arrivée après parce que la traction dans beaucoup d'eau, c'était déjà moins bien. Et rétrospectivement, quand tu regardes maintenant, il y a beaucoup d'endroits, si tu pêches en traction, t'as pas de touche. Il vaut mieux, tu vois, le même nitrochat qui marchait il y a 15 ans où tu mettais 40 grammes, là, tu le lançais, tu faisais une grande tirette, tu le laissais redescendre, t'étais pendu. Et ben maintenant, bien souvent, tu vas mettre 40 grammes, tu peux le mettre. Par contre, tu vas lancer, il vaut mieux le ramener en linéaire que de l'animer. Et tu prendras bien Mmh. plus de poissons à faire ça que si tu fais ta traction. Alors, il y a encore des cas de figure où ça marche, hein. Et bizarrement, si je regarde sur le Cotentin, que je connais bien là, il y a 15 ans, tu pêchais au PN, tu avais quasiment pas de touche sauf à l'automne, très peu, Mmh. et beaucoup moins. Et tu allais au leurre souple dans 10, 12, 15, 20 mètres, là, tu t'éclatais les poissons. Et maintenant, je fais beaucoup plus de belles sorties au leurre dur qu'au leurre souple. Ouais. Et Mais donc, après, il y a eu une grosse mode. Moi, je me souviens avoir pêché avec Dany, que tu connais. hum, Tout le monde pêchait au leurre dur. Lui est arrivé à pêcher beaucoup leurre souple avec comment il s'appelle, avec Cédric, etc. des nature chat. Ouais, bah oui, je sais bien, j'étais avec lui sur le bateau à l'époque. Et en fait, tu vois, il y a eu cette espèce de basculement. Et du coup, dans les boutiques, du coup, il a vachement promu ce truc-là. Et au final, les gens se sont mis vachement à acheter ces trucs-là. Tu vois, il suffit qu'il y ait un gars comme toi ou d'autres qui fassent deux, trois vidéos sur j'attrape avec des minots ou quoi que ce soit. Et en fait, les gens vont resuivre, tu vois, je sais pas, deux vidéos, deux magazines et c'est plié, quoi. Hum, hum. Le volant, il change de sens, quoi. Mais après, tu vois, moi, là
où j'ai été enfin, les comportements des poissons changent. Parce que je te dis, le Cotentin, moi, je l'ai pêché au leurre-dur. J'avais toujours mes boîtes de leurre-dur, j'essayais régulièrement. Quand j'étais chez Berkeley, là, pour le coup, Mhm. tu mettais un minnow gulp ou tu mettais un chat, tu prenais plein de poissons et tu pêchais au leurre-dur, là où les gars, ils t'en mettaient 15 dans la dérive, là, et tu avais quasiment zéro touche à part des orphies et des macros. Donc, il y a un Ouais. moment, tu dois te faire à l'évidence. C'est-à-dire que le message, ils l'ont tellement eu à un moment qu'ils disent non, c'est bon, on arrête. Et voilà, et là, on est revenu à l'inverse. Voilà, pour moi, la grosse révolution, alors en Normandie, elle est arrivée. Ça a été les lames en mer, là. Ah, La Runner j'ai eu Blade, cette, c'est j'ai eu vraiment un cette truc. discussion d'ailleurs, faut que tu me donnes plein d'astuces là-dessus. J'ai discuté avec Thomas Vogel il y a pas longtemps et je lui dis ouais ça c'est vraiment leurre moi en mer que j'utilise pas. J'en ai acheté deux et du coup il m'a dit si essaye et donc le week-end dernier je les ai sortis. Forcément j'ai pris des poissons Ah ouais. donc je me suis dit attends j'ai Gaël il faut qu'on en reparle de ce truc-là. Ça, tu vois, pour moi, ça, c'est bah, chez nous, c'est pas nouveau, hein. Mais quand je vais en Bretagne, c'est quand je croise des gars qui me disent ça marche pas, je suis mort de rire parce que tous mes potes qui vont en vacances en Bretagne de Normandie, ils les éclatent, tu vois. Dans le Golfe, je t'en parle pas, c'est partout pareil. Mais il y a toujours ce cap à franchir là d'un leurre qui, en fait, c'est l'équivalent d'un chatterbait en eau douce, hein. C'est un leurre qui Mhm. vibre dans la canne, qui se lance loin, qui pêche vite, qui pêche toutes les couches d'eau. Et pour le coup, tous les endroits où les poissons connaissent pas, c'est un truc de grand malade, quoi. Et en fait, ce qui est bien avec ce leurre, c'est que tu peux l'utiliser soit doucement à taper sur le fond là. Le plus souvent, c'est quand même, moi je préfère en linéaire, hein. Linéaire plus ou Ouais. moins lent, travers courant. Mais après, par contre, il n'y a rien qui t'empêche de faire de l'ascenseur au-dessus d'une épave, qui t'empêche de la lancer au glénan là dans 20 mètres, de la laisser aller au fond et après tu ramènes en traversant toute la couche d'eau et tu vas te faire stopper, quoi. Mais c'est un leurre de prospection qui est redoutable. Et l'avantage, c'est que tu attrapes de tout avec. Et pour le pêcheur débutant, tu le sens bien dans la canne, les touches sont juste ouf là. Quand tu as un 3,5 kg qui t'arrête là parce que il vient de la suivre sur 10 mètres là et puis qui se dit c'est maintenant ou jamais là. Et ouais, ça fait bizarre, ouais. Et Et pour le coup, on l'a beaucoup employé en Normandie, on prend encore plein de poissons. Mais il y a mhm. encore plein d'endroits où quand les mecs ils vont comprendre là dans le sud sur les chasses de bonite, sur les machins là, que c'est 10 fois mieux qu'un jig metal. Et il y a plein d'endroits où ça va être une révolution. Et après, voilà, les poissons, ils comprendront, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas compris ça. Pas encore assez. Ouais. Bah, en tout cas le week-end dernier ils avaient toujours pas compris Mais sur les touches Saint-Vaast. sont magnifiques, tu vois. Et si tu fais pêcher ta fille, c'est génial. Ça se lance Ouais. bien, ça coule, tu moulines. Ça s'accroche pas tant que ça, en fait, puisque tu la laisses couler qu'une Bah, fois au j'ai fond et après tu moulines. Alors bon, j'en ai perdu un au deuxième lancer, donc voilà, il y a du travail. Mais j'étais étonné tu vois, bah, je pense que tu connais le spot, à la sortie de Saint-Val, là, il y a un plateau juste derrière. Mm. Enfin, il y a la pointe et entre l'île et cette pointe-là, Ouais. il y a un espèce de plateau. Il y a quand même des algues pas mal et je sentais quand même que je les sectionnais, tu vois. Je pensais que Mm. j'allais me foutre dedans à chaque fois et j'étais assez étonné du fait que ça passe quand même pas mal Non, ce mais genre ça de passe truc. bien. Alors effectivement, dès que tu poses dans les cailloux, t'es baisé. Mais en lancer ramené, ça fonctionne bien, ouais. Mm, mm. Et puis ça se lance. C'est ça. Ça se lance, s'il y a du vent, tu peux pêcher canne basse, t'es pas embêté. Il y a quand même des avantages. Et tu le sors, c'est quoi tes conditions idéales pour pêcher à la lame en mer? Bon, en général, moins de 12 mètres d'eau quand même, tu vois, moins de 10 mètres, j'aime bien. Après, dans plus de 10 mètres, je vais mettre la 130 s'il y a vraiment besoin. J'aime bien avoir une dérive un peu rapide parce que c'est un truc où, tu vois, une dérive au-dessus de 0,8 nœuds là. Parce que Ouais. c'est des leurres quand même qu'on voit beaucoup de vibrations, donc j'ai pas forcément envie de sursaturer un spot là, tu vois. Et l'idéal, c'est des grands plateaux là où tu sais que les poissons sont un peu répartis, voire en ave là, tu sais, tu les vois au sondeur un peu décollés là. Et là, tu sais que tu vas les intercepter assez facilement. Donc ça peut être ça, et après c'est des fois des boules de poisson là, quand tu as des dérives un peu rapides. Je me souviens, toi, l'année dernière, il y a 2 ans, je suis allé en Méditerranée là, avec un gars, il me dit là on va pêcher un bout d'épave, ça va passer un peu vite, ils mordent couleur de surface, bon, j'écoute le truc là, pour le coup je sors une lame, le mec me regarde, je dis ah, tu bouges pas, Il se fout de ma gueule avec sa je vais lame. t'expliquer, tu vas comprendre. Et au final, on n'était pas encore arrivé dessus, tu vois, que j'en avais déjà mis deux au bateau, et le temps qu'on arrive, j'en ai déjà remis trois là. Et Ah ouais. parce que le leurre de surface, le temps que tu l'animes, déjà tu le lances un peu moins loin qu'une lame encore, même si ça se lance loin. Donc ça se lançait moins loin, ça pêchait moins vite, et pour le coup, moi, ils avaient besoin de monter de moins loin, et donc j'avais une canne. Donc voilà, c'est juste si je veux aller vite et prospecter et avoir des infos sur la tenue des poissons, ça me va très bien. OK. Et quel badling tu leur mets? J'imagine fluoro, mais quel diamètre et cetera?
En fait, les lames, c'est là dans la gamme, on a 70, 90 et 115 là. Ouais, Donc la 115, en général, je la monte sur une canne un peu forte. J'ai une tresse 115 dessus et je mets des bas de ligne, soit du 34, soit du 41, si vraiment. Tu sais, il y a d'accord. des têtes de roche un peu partout là. J'y vais pas. Celle-là, c'est pas forcément pour aller dans la dentelle là. La Mhm. 90, en général, j'ai une tresse 112 et je mets un bas de ligne en 34 ou 32. Ok, Et après, la 70, elle est sur une canne plus light, tu vois, c'est un peu la pêche plaisir quand il n'y a pas trop d'eau, que c'est des poissons moyens. Et je sais qu'il y a des beaux macros qui se baladent, ou tu fais des dorades aussi avec, tu vois. Donc c'est un peu la truc, celle-là, en général, je mets un 28 devant ou un 26, je mets pas en dessous. En mer, d'accord. c'est pas nécessaire, j'ai une petite tresse 112 aussi en vibrant, ça va très bien. Ok. Mais ce qu'il faut, Et c'est sur avoir les... une canne un peu douce, Ouais, j'allais y venir, pas ouais. mettre ça sur une canne raide. Et faut une canne un peu douce. Au lancer, faut piger qu'il faut un peu de bas de ligne. Faut laisser dépasser de la ligne. Faut vraiment donner de la vitesse pour éviter qu'elle tourne. Faut pas chercher à la lancer face au vent avec une bannière courte parce que là, tu vas avoir un hélicoptère à la place d'une lame. Et il faut la freiner un peu avant qu'elle se pose. Ça limite les accroches, le fait qu'elle se rattrape dans le bas de ligne. Ok. Ok. Il faut Et sur savoir les qu'on peut couleurs? mouliner très vite, comme on Ouais, peut mouliner lentement. Il y a vraiment d'accord. L'année dernière, on a fait une sortie là qui était géniale parce que je suis sorti avec Antoine, là, allemand, là, qui est mon sponsor. Il y a Étienne Piquel qui est venu avec nous. Et pour le coup, lui avait commencé à pêcher en Loire-Atlantique avec les lames, là. Et je lui avais dit, ouais, mais tu devrais. Bon, bref. Et il avait pris des poissons, hein. Mais là, on a pêché une journée. Pendant une journée, ça mordait qu'à la lame, à trois. Et pendant une journée, c'était quasiment la même dérive. Donc, on l'a fait à la montante, à la descendante, avec 8 mètres d'eau, avec 3 mètres d'eau, et avec un temps changeant. C'était un temps hyper orageux, là. Donc on a eu des lumières qui changeaient et pour le coup on a pris sur les trois tailles de lame, on a pris sur un peu toutes sortes de couleurs. Mais par contre à chaque fois il y avait un truc qui sortait du lot. Tu te rendais compte que à un moment la FT par exemple elle prenait que des beaux là où tu prenais des petits sur les autres. À un moment il fallait pêcher tout doucement avec la 70 dans le fond, après il fallait pêcher avec la 130 à fond. D'accord. Et c'est là où tu vois la complexité d'un leurre ou d'une famille de leurres sur un cas de figure comme ça. Tu as trois pêcheurs, trois bons pêcheurs. Et tu te rends compte qu'à un moment, il y en a un qui prend beaucoup plus gros, et qu'il soit derrière, devant, ça changeait rien. Et dès que tu mets la Mhm. même chose, tu te mets à prendre au même endroit, et c'est là où le fait de changer me conforte régulièrement dans mes approches de la pêche. Ok. Ok, canon. Et une couleur enfin, il y a des couleurs à mettre plus facilement dans l'eau, selon toi? Après, une couleur, c'est tendu. Si jamais tu me disais une couleur pour le bar, je te dirais c'est tendu. Moi, j'ai Mais la bleue et la verte voilà. la bleue, la verte, après la blanche est toujours très bonne parce que Ok. il y a plein de fois où ça marche et c'est bien d'avoir une rose. Ah, Thomas m'a parlé du rose. Pas mal, ouais. La rose, dès que tu as des lumières un peu basses là, elle est bien. Si tu as des eaux un peu mâchées, elle est bien. Et voilà. Et après on a la Secret Sandile qui fait des ravages par chez nous là. Ok. C'est-à-dire elle a un dos légèrement marron et elle est un peu irisée rose très clair sur le flanc là. Ok. Celle-ci, il y a des journées où elle fait une belle différence. Ok. Très clair. Après, là où il Super. faut relativiser, c'est qu'à la fin, une lame qui a vraiment pêché, elle a plus tant que ça de couleur et elle prend quand même. Mais par contre, il y a quand même plein de fois où certaines couleurs marchent vraiment mieux. Tu vois, même on en a une qui est couleur macro, là, un peu vert macro, là. Et c'est vrai que quand il y a plein de lisettes qui se trimballent, celle-là, elle est au-dessus du lot, ce qui est pas forcément surprenant. Si t'as de l'eau claire, du soleil et qu'il y a plein de lisettes qui se baladent, celle-ci, elle est bonne dans ces cas-là. Mais quand c'est les Ok. sardines, les bleus seront meilleurs. Donc, c'est Ok. vraiment des questions d'endroit. Au début de l'échange, on t'a rapidement parlé de truite de mer. Je crois que c'est une pêche que tu affectionnes particulièrement. Et tu évoquais la température de l'eau pour le choix des couleurs et tu en as reparlé sur plusieurs moments. Pour toi, c'est un des facteurs les plus déterminants, la chaleur, la température de l'eau? Pour la truite de mer? Pour tous Non, les poissons? globalement, bah, tu en as reparlé aussi après, Ouais, bah pour tous les quand tu poissons, ouais. pêches le brochet, et cetera. Donc, Ouais, mais pour tous les poissons. La température, les poissons, ils sont pas comme nous, en fait, hein. La température de leur corps, elle varie en fonction de la température de l'eau et de la saisonnalité, hein. C'est-à-dire que
Tu peux avoir une eau, par exemple, si une eau à 16 degrés ou 17 degrés au printemps, ça n'a pas du tout la même incidence que la même eau à 17 degrés à l'automne sur les poissons. Ils n'ont pas les Ok. mêmes besoins physiologiques, ils n'ont pas les mêmes réactions. Et donc, c'est ce qu'il faut voir, c'est que la température de l'eau joue déjà sur la concentration d'oxygène qu'il y a dedans. Et leur premier souci aux poissons, c'est de respirer. C'est-à-dire que avant même de penser à manger, ils cherchent de l'oxygène. Et donc, c'est le cas des rivières en été. C'est pour ça qu'ils sont sous les barrages, c'est pour ça qu'ils sont autour des ponts, c'est pour ça que les ombragés sont meilleurs. Et donc, c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'en fonction de ta température et de la saisonnalité, la répartition des poissons, déjà, va être dictée par les conditions du milieu et du moment. Mhm. Et derrière, on va dire leur organisme lui-même est impacté directement. C'est-à-dire que ils vont digérer plus ou moins vite, ils vont avoir besoin de manger plus ou moins vite, ils vont être plus ou moins agressifs, ils vont avoir des capacités à franchir les couches d'eau plus ou moins importantes. Et donc voilà, à partir de là, ça a forcément une incidence directe sur la pêche et sur tes choix en pêche. Ok. Et justement, comment tu appliques ces choix-là? Tu montes sur le bateau, tu regardes la sonde, ok, elle est à temps, et du coup, enfin voilà, comment tu adaptes ta pêche à la température, toi, Gaël? C'est un mélange d'expérience et de lecture un peu dans ce que j'ai vu là par rapport aux espèces. Après, clairement, toi, les brochets au printemps, là, chaque degré en plus, ça va changer leur comportement. Et donc, plus l'eau, plus tu vas te rapprocher des 18, 19, 20, là, on va arriver vraiment dans son optimum, là, thermique, là. Là, le poisson, il va vraiment digérer vite, il a frayé, et donc, là, tu pourras aller plus vite, tu pourras pêcher, plus vite. J'ai la batterie qui va bientôt être vide. Ça va être un piège. Merde. Et, euh, Ouais. et donc, ton, ton poisson, en fait, tu pourras le pêcher plus rapidement avec des leurres qui émettent des signaux beaucoup plus forts. Et on le voit, et si on prend par exemple à l'inverse, tu vois, si on prend les bars, en début de saison, là, on va les pêcher souvent avec, mis à part les grosses mattes de poissons, tu sais, qui sont à se nourrir de sardines de manière un peu intensive, là. Souvent, va falloir pêcher avec des petits leurres souples, loin derrière, pas les animer. Et donc, tu vois bien que et les touches, en plus, ce sera des petites touches un peu subtiles, là. Il faudra pas ferrer, il faudra juste lever la canne. Et ça, tu seras dans des eaux, tu vois, qui sont à 12, 14, c'est vraiment le début de saison. Et tu sens que le poisson, il est pas à fond et qu'il est pas prêt à courir derrière. Et dès que l'eau, elle va passer au-dessus de 16, 18, là, tu vois, on rentre dans les périodes où il va commencer à y avoir des chasses, ça va crever la surface, ils vont se mettre en groupe plus serré. Et on peut commencer à les faire monter en surface. Et puis quand on va arriver vers l'automne, il y a ce besoin, tu vois, qui va arriver là, de faire du gras pour l'hiver, de développer les gonades pour la reproduction. Et donc ce besoin de manger de manière un peu boulimique. Et c'est ce qui fait qu'il y aura des poissons qui vont arriver derrière les leurs comme des dingues, là, à 10, 15, et puis à se fracasser la tête dessus, et relancer, et avoir Ok. encore le même scénario. Donc c'est vraiment ce qu'il faut essayer de suivre, en fait, dans, dans ces espèces. Et ce que j'encourage les pêcheurs à faire, en fait, c'est à regarder les températures, comment ça a marché la saison à chaque fois, pour avoir après des repères un peu fiables sur leur zone de pêche et pour éviter de retomber dans les travers qu'ils avaient avant. Tu notes ça, toi, dans des carnets? Non, je l'ai fait beaucoup. Et Ouais. maintenant, je le note dans un petit coin de ma tête quand c'est vraiment important. Ok. Et comment tu progresses? Tu t'évoquais là le fait que tu avais des lectures, etc. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un endroit, un site, des livres, des magazines, enfin un truc sur lequel toi tu vas chercher de l'info? Non, je pioche un peu partout en fait. Je j'ai pas de référence. En fait, c'est le problème de la pêche, c'est qu'il n'y a pas forcément des gros gros trucs tout faits. Ok. Ok, ok, ok. Tac, tac, tac. J'ai pas mal Je vais brancher mon petit truc là. Vas-y, 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 branche, branche, branche. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'électricité. Ok. Il y a d'autres facteurs pour toi qui sont importants quand tu abordes un nouveau spot? En plus de la température, du type d'espèce, du Ouais, type de je sais proie. pas.
sur les Ouais, types de proies. Ça, c'est toujours bien de savoir un peu ce qui nous attend. Ça va t'aider à choisir un peu les tailles et puis les formes des leurres que tu vas utiliser. Et ça aura une incidence directe sur le comportement de tes poissons. Ouais. OK. C'est quoi le meilleur conseil de pêche qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil de pêche qu'on m'ait donné, j'adore. J'ai Gérard Adam là qui m'a appris la pêche au manier et qui était vraiment pote avec Albert et j'ai retenu ce conseil qu'il lui avait donné parce que j'ai trouvé très bon. Et pour le coup, ils étaient en train de pêcher sur la Seine là, au manier là. Et mon pote Gérard est en train de regarder Albert Rakovic pêcher là. Et à un moment, Mmh. Albert vient le voir et il lui dit, tu sais Gérard, ton manier ils prennent là, je vais te donner un truc. Et pour le coup, mon pote lui dit, ouais, c'est quoi? Ben, c'est de le mettre dans l'eau. Et je crois que le meilleur conseil, c'est ça en fait. Le meilleur conseil, c'est d'y aller, d'essayer, de mettre les trucs dans l'eau et puis d'essayer de pas justement alors essayer de pas avoir trop d'œillères. Au contraire, faut avoir l'esprit ouvert et puis se faire plaisir par rapport à comment faut pas la problématique de la pêche à l'heure actuelle, c'est si tu ouvres les réseaux sociaux là, on te balance des gros poissons à la tête toute la journée là. Et il y a quand même Mmh. beaucoup d'endroits où c'est pas facile d'attraper ces poissons-là, déjà parce qu'ils n'existent pas, malheureusement. Et donc, partant de là, il faut savoir apprécier chaque poisson par Allô, rapport allô? à. Ouais, OK. Tu t'es perdu? Ouais, ça coupe un peu là. C'est bon? Ça a coupé, c'est bon. Là, c'est mieux. Et ce Je que te je disais, revois, ouais. c'est Ouais. Tu m'entends? La connexion est pas ouf. là, il n'y a rien qu'à changer pourtant. C'est bon, hein? Ouais, si, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. C'est bon? Et donc, ce que je disais, Ouais, ouais, le ouais. truc, c'est d'aller à la pêche. C'est bon? Tu m'entends? Ouais, ça coupe en fait. Quand tu recommences à parler, ça finit par s'arrêter. D'accord. Écoute, on va voir. Ça Enfin, me met pas, actual on fera un peu de recording nettoyage. is high quality. Ouais, 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 mais j'ai déjà eu le cas avec Alexandre où ça enregistre. Moi, j'entends mal, mais ça enregistre bien de l'autre côté. Donc, je pense que j'aurai la Ok. piste quand même. Je regarderai. Je D'accord, regarderai. d'accord. Et donc, J'ai une ou deux questions un peu poil à gratter à te poser. Mais vas-y. vas-y, vas-y, termine. J'avais parce que du Ce que je coup. disais, Non, c'est non, vas-y, 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 vas-y. ouais, faut vraiment que les gens ils aillent à la pêche pour se faire plaisir et sans avoir à envier, on va dire, tous les gros poissons qu'on nous met sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire que évidemment, si tu pêches en Normandie, tu feras pas les mêmes trucs qu'en Espagne. Évidemment, si tu pêches en Bretagne, là, tu peux prendre des gros brochets, mais pas forcément autant qu'au léman. Et donc, faut savoir se contenter de ce qu'on a et l'apprécier à sa juste valeur. Et donc, la pêche, c'est juste ça. Faut y aller pour se faire plaisir et prendre du plaisir avec l'ensemble des prises qu'on fait. J'avais pas trop prévu d'aller dans cette direction, mais je vais en parler. J'interviewe Tristan que tu as vu sur le Fishing Club. J'interviewe bientôt. Je sais que tu as un avis assez tranché sur les réseaux sociaux et justement, là, tu viens de remettre le doigt dessus. Au-delà de youtubeurs, pas youtubeurs, etc., c'est un débat sans fin. Mais c'est un sujet qui revient beaucoup. Mais c'est tentant et on a tous été ce pêcheur-là, tu vois, bah, tu mets ta plus belle prise en photo, etc. Comment t'essayes, toi, de piloter ça dans ton quotidien et de pas rentrer dans ce truc-là? Alors, après, comment je le vis très bien. C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, cette année, comme je guide plus, là, j'ai fait une belle saison de truites de mer. On peut même dire une très Mmh. belle. J'en ai mis quelques-unes en photo parce que ça me faisait plaisir et il y en a plein qui sont pas en photo. Elles sont dans mon appareil, elles sont dans mon téléphone. Là, je les ai envoyées à des potes et ça me va très bien. C'est-à-dire que, mais par contre, je me plais autant à mettre une truite de 30 centimètres venant d'un ruisseau en photo, qui a une robe vraiment spécifique et qui a une histoire, que d'aller étaler une grosse truite qui est pas forcément spécialement belle sur un endroit qui va pas. J'ai quand même l'impression que ça enregistre pas, ça met try to reconnect.
Ok. Euh, je te disais, j'ai une ou deux questions pour la gratter. T'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu as déjà triché, Gaël Even? Par tricher, j'entends pas forcément dans une compète, mais on a tous été tentés de rajouter 2 centimètres, tu vois, on parlait des réseaux sociaux, etc. C'est plutôt le sens de ma question. Est-ce que, je sais pas, gamin ou quoi, est-ce que Gaël Even, il a déjà triché? Sur une longueur de poisson, non. En fait, c'est ceux qui me connaissent, Non? déjà, je les mesure rarement, donc je donne une taille approximative si on me le demande, sans quoi je reste assez un beau poisson où ça me va. Je suis pas, j'en ai mesuré un des poissons, mais ça m'est bien passé depuis longtemps ça. Et je fais pas partie, c'est-à-dire que toi, même quand je pêche les brocs, par exemple, ou les sandres, j'emmène jamais des puzettes. Je supporte pas de les D'accord. blesser dedans là, les poissons. Et s'il se décroche au bateau, en fait, même si c'est un gros poisson, je suis pas frustré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu la touche, j'ai eu le combat, ça me va déjà. Et en fait, j'ai fait assez de compétition pour me dire, en compète avec les puzettes, ils seraient dedans, tu vois. Donc, comme dirait mon pote Guillaume, tu sais, qui pêche les truites, quand on pêche ensemble, là, de temps en temps, on les ours un peu, là, et elles se décrochent à nos pieds, et puis il me regarde, il me dit, je m'en fous, je la compte quand même. Et, et en fait, tu vois, ça nous va très bien. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas la photo finale d'un brochet de 90 ou 15, c'est pas grave, j'en ai déjà eu, toi. Ils sont un peu tous pareils. Alors évidemment, ils ont tous leur histoire, mais c'est pas très grave. J'attends pas après ça. Et donc, je préfère avoir un poisson qui se décroche au bord, là, que l'avoir mis dans une épuisette, galérer à l'enlever, et puis prendre le temps pour faire une photo et qu'il reparte pas bien. Donc, la plupart du temps, je les prends à la main, je les sors, j'ai la pince, ils sont partis et on n'en parle pas, quoi. Et donc, non, je suis pas, je pense pas avoir déjà triché, ou alors sans Ok. faire gaffe, tu vois, sur une estimation où tu te plantes, mais c'est pas mon, je compte pas trop. Je suis pas, en fait, je suis pas un compétiteur en plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est là Ok. où, Bah, t'es quand même reconnu pour ça, c'est paradoxal que tu me dises ça. ouais, c'est paradoxal, mais si tu veux, pour être bien clair, moi j'ai fait de la compétition contre moi-même, pas contre les autres. Ok, C'est-à-dire que pour moi, c'est la meilleure école pour regarder objectivement où t'en es. ok. Et c'est le meilleur moyen de sortir de tes zones de confort. Mais après, gagner, perdre, c'est pas tant ça la question. C'est-à-dire que tu fais une compète, il y a des fois tu gagnes pas, mais tu as appris bien plus que si tu avais gagné. Et donc c'est à toi de voir ce que tu es parti chercher. Si c'est pour une coupe, j'en ai plein à te filer, si tu vois, c'est pas le. Mais j'ai envie de Moi aussi, dire, j'en ai plein. c'est pas se mesurer par rapport aux autres. Je te dis, c'est pour ça que je te dis, j'aime bien pêcher avec des potes, tu vois, les trucs de mer là. Tu parlais de secteur, j'en ai, c'est le meilleur moment. Les fameuses ouvertures à 20 potes dont j'ai entendu parler par Jimmy. Exactement, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça la pêche. C'est Ok. aussi ça. C'est 20 potes ou 25 potes là, tu vas pêcher la truite, mais c'est avant tout un bon moment d'échange et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la pêche. Il y a pas un moment où ça devient dur de enfin de concilier. Il y a ce côté professionnel, c'est ton job, tu dois aller à la pêche, tu dois faire des photos, tu dois parler aux gens, etc. Mais à la base, c'est ton kiff, les sorties avec tes potes, avec ton frangin, etc. Il y a pas un moment où tu es un peu saoulé de te dire ah putain, on est dimanche, la sortie avec les copains, je m'en passerais bien pour me reposer un peu, parce que là, Ouais, ça va, c'est pas fatigant la pêche quand même, faut pas abuser. je sais pas. Après, c'est comme tout. Je te dis, moi en fait, je suis un pêcheur. Là où ça me saoule pas, c'est que je suis un pêcheur saisonnier, c'est-à-dire que je pêche les truites en mars. Mars-avril, là. Avril, je commence à pêcher les brocs. Fin avril, là. Avril-mai, je fais broc. Après, juin, juillet, truites de mer. Là, je vais faire les bars et après, je ferai les cendres. Et en fait, j'ai pas ce côté routine qu'ont beaucoup de pêcheurs, tu vois, à me dire, ah, ça fait chier d'y aller, non. C'est-à-dire que je suis toujours content, au mois de février, de me dire, tiens, je vais pêcher mes truites au toc dans 15 jours, là, je vais revoir les copains. Et en fait, c'est une fête, tu vois, t'es content parce que c'est vraiment une ouverture. Et derrière, quand je vais retrouver mes brocs au printemps, au final, ça fera presque 10 mois que je les ai pas pêchés. Ce sera à nouveau une ouverture, tu vois, à ma manière. Et donc, j'ai pas de lassitude. Et à chaque fois que je vais à la pêche, en fait, là, tu vois, les trucs de mer, ça commence à mordre un peu moins. Je vais y aller beaucoup moins, sauf si, tu vois, j'ai Rémi qui était à la maison, là, il voulait aller attraper, on a été attraper des trucs de mer, mais
je vais les pêcher beaucoup moins, je vais aller voir les bars. Et pour le coup, là, j'ai fait la D'accord. première sortie vraiment ce week-end, enfin cette semaine, OK. et on a commencé à reprendre des bars et ça me va très bien. Et j'étais allé vite fait avant. C'était de la pêche classique, début de saison, loin derrière. J'y suis allé une fois, ça me va, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas mon kiff, ça. Là, j'attends qu'ils montent sur des leurres dures. Et OK. là, je vais y aller. Donc, non, et puis je le vis assez bien parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, en plus, si tu veux, moi, je fais, enfin, sur mes profils Insta, moi, je fais pas forcément des photos toujours soignées. J'ai vu, ouais. En fait, ça me dérange pas d'avoir un brochet qui se débat avec le mouvement, avec le leurre hors de l'eau, avec le machin. Je trouve ça largement aussi bien qu'un truc posé où t'as un mec qui a 80 poissons, ils ont tous la même pose, c'est tous. Pour moi, c'est pas ça la pêche en fait. C'est-à-dire que la pêche, c'est pas une vitrine, tu vois. La pêche, c'est des émotions, c'est des lumières, et en fait, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je peux très bien faire une partie de pêche avec des potes et derrière revenir avec deux ou trois photos qui seront exploitables par rapport à ce que moi j'estime exploitable, hein, pour mettre sur des réseaux, tu vois. OK. Dans le registre question poil à gratter, il y a un leurre que tu as refusé de promouvoir. Je te demande pas si c'est le cas, je te demande pas le nom, mais c'est de comprendre Non, mais il n'y a pas de problème. la Moi, à raison. chaque fois qu'il y a un leurre, tu sais, parce que ça arrive évidemment, même pour les marques où je travaille, hein. Quand ils sortent un leurre qui est une copie d'un autre là, ou qui est inspiré fortement, et ben je fais pas. D'accord. OK, donc ça t'arrive encore de dire: «Non, ça je Ah, sans moi». mais ils me demandent même plus. C'est aussi simple que ça. C'est que OK, quand on me propose le projet, qu'on me dit tiens, on va faire ça, je dis ok. Je dis par contre, alors, je vais donner mon avis sur les couleurs, je vais donner mon avis sur le truc. Mais par contre, ça s'arrête là. C'est tout. OK. C'est pas moi. Il y a un leurre iconique, pour toi, que tu regrettes de pas avoir inventé? Te dire: «Putain, celui-là, j'aurais bien aimé être à l'origine de ce truc-là». Euh, une mouche. Ah ouais? Ouais. La French Tricolor. D'accord. La French Tricolor d'Henri Bresson là. Je sais OK. pas, je sais pas si tu connais, hein, mais De nom rapidement, puis j'étais avec un boucheur ce matin, donc je suis encore ouais. imprégné Mais, de nymphes à vue et tout ça, au mais je final, vois à peu près de je quoi on kiffe parle. cette mouche parce que c'est une mouche donc qui a trois couleurs, comme son nom l'indique. Donc Henri Bresson, c'était un pêcheur français, hein, qui exerçait sur la Loue et tout ça là. Et en fait, tu as trois queues de coque que tu enroules sur une même mouche. Et tu as trois contrastes. Alors à la base, tu avais blanc, marron, noir. Et Mmh. après, tu peux l'avoir en blanc, gris, jaune, quand il y a des éphémères. Et en fait, OK. cette mouche, elle est magique parce que elle flotte toujours. Elle flotte haut Mmh. sur l'eau. Tu as trois contrastes, donc tu la vois quasiment toujours très bien. OK. Et en fonction des éclosions, ça imite tout et rien. C'est-à-dire que la marron, noire et blanche, là, ça imitera tantôt une araignée, tantôt. Et dès qu'il y a des courants, c'est une mouche, t'es jamais déçu. Alors sur les plats, c'est pas le meilleur, mais tu peux en mettre une toute petite. Elle vrille un peu le bas de ligne. Mais au final, c'est un des mecs qui, pour moi, a inventé les premières mouches d'ensemble qui imitent tout et rien et qui ont une fonctionnalité, on va dire, au niveau de la vue et de l'efficacité optimale. Et ça, je trouve ça génial. D'accord. OK. Il y a un leurre que tu aimerais créer, un truc et qui te manque? À l'heure que j'aimerais créer qui me manque, Ou une ah, évolution d'un leurre sur lequel tu joues, quoi? j'y pense souvent, mais j'ai pas encore trouvé. Après, il faudrait, non, un leurre qu'on puisse changer de couleur à volonté, tu vois, peut-être. Et OK. comme ça, quand on n'a plus dans tes boîtes, tu prends le suivant et c'est bon, t'as retrouvé le bon parce que c'est toujours la même histoire. Le leurre qui marche, c'est là, tu vois, on était aux Pays-Bas, là, tu trouves le leurre qui marche avec les perches, mais bon, il y a des brochonneux, il y a des trucs, au bout d'un moment, tu dis, ah, si je me fais trancher, ça va pas être pareil. Et donc, c'est ça, soit ce leurre-là, soit une imprimante ou un truc qui permette de refaire directement la couleur sur un leurre vierge, tu vois, au bord de l'eau, pour être sûr. Ah ouais, En fait, d'avoir le leurre vierge et le concept de l'imprimante à côté, tu vois, où d'accord. tu peux directement dire, tiens, je veux ça, tac, et tu t'appuies et tu le retrouves. Peut-être ça. L'imprimante 3D sur ton bureau avec l'IA, on y viendra peut-être, hein? Ouais, peut-être, hein. Il y a un pêcheur qui t'inspire? Pas tous. C'est-à-dire que comme je pêche avec plein de monde, j'ai adoré pêcher avec Sylvain, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes approches. Donc,
Et des trucs où je me suis inspiré de lui. J'ai adoré pêcher avec Tanguy, avec David Dubreuil, avec Greg Steph. Et j'aime bien un peu. En fait, j'aime bien les échanges, tu vois. C'est-à-dire que ils peuvent m'inspirer. Un mec comme le Greg m'inspire dans sa façon d'être, dans sa joie de vivre, là, tu vois. Mais Mmh. c'est. Je sais pas, tu vois, ma maison, là, enfin, il y en a plein qui la connaissent, tu vois. Jimmy, tu vois, viennent de Savoie de ça, mais Mmh. il y a du monde qui passe tout le temps dans cette maison. Et aussi bien des mecs comme Philippe Boisson, tu vois, pour la mouche, qui est un de mes voisins maintenant, que j'ai des très bons, mais j'ai plein de potes qui sont beaucoup moins bons. Et en fait, c'est pas l'inspiration, elle vient pas forcément de la technique en elle-même, c'est plus dans la valeur humaine que je vais chercher le truc. J'ai plein de potes qui D'accord. débutent, avec qui je prends plein de plaisir, et ils m'inspirent à leur manière, tu vois. C'est-à-dire que je rêve tout le temps. Mon pote Pirax, là, quand il vient, tu sais, lui, tu lui fais, tu vois, je lui ai fait prendre une truite de mer l'autre fois. À chaque fois, il la regarde avec des yeux de gamin. C'est pour sa première, c'est pas grave. Et il en était tout tremblant, tu vois. Il était incapable de refaire un nœud, quoi que ce soit. Et en fait, moi, ça m'inspire aussi. C'est-à-dire que des fois, je le jalouse des fois. Tu vois, c'est être inspiré, c'est pas juste la technique ou quoi que ce soit. Non, pour moi, Ah non, alors c'est pas forcément le sens c'est de mon plus propos, hein, mais les c'est valeurs les des personnes et ce qu'elles incarnent ou la manière dont elles abordent la pêche d'une manière générale qui m'intéresse. OK. Il y a une question que tout le monde te pose et que tu aimerais, répondre à laquelle tu aimerais répondre une bonne fois pour toutes? Euh, Bonne question. Je guide plus. Bah ouais, mais tu tapes Arrêtez Gaël de Evans m'appeler. bah ouais, mais tu tapes Gaël Evans, moi j'ai regardé sur les IA, ChatGPT, Perplexity, Claude, voilà. Quand tu demandes une description de Gaël Evans, le première phrase, guide de pêche français. Bah, euh, c'est ça le problème. Donc Gaël ne guide plus, ne l'appelez pas pour ça. Voilà. Mais c'est tout, le reste, il n'y a pas de problème. OK. Une ou deux questions pour terminer. On t'identifie et puis on a parlé beaucoup de ça, de pêche en France. La pêche exo, c'est un truc que tu pratiques? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, pour la bonne et simple raison que bah, j'ai quand même toujours eu des emplois du temps très très chargés. Et en fait, les bonnes saisons truites de mer, elles étaient en dehors des saisons portes ouvertes, mais pour le coup, ça fait que tu remplis bien l'année. Mmh. Et voilà, et quand tu as déjà du mal à prendre des vacances avec la famille, c'est délicat de se barrer en plus en pêche exo 15 jours. Donc non. Et ça m'attire, hein, mais j'ai pas fait encore. Il y a un poisson que tu aimerais prendre que tu pas encore pris? Ouais, j'essaie, bah, ça c'est plus ou moins au programme, mais des picoques, ouais, j'aimerais bien. OK, Parce qu'après en France, on est attrapé pas mal, mais des picoques, ouais. Pour le cadre déjà, OK, puis pour la beauté du poisson. OK, OK. Hem, allez, pour finir, il y a une personne que tu aimerais, que j'interviewe dans un prochain épisode? Euh, ouais, David Vas-y. Piron. Ah! OK. Je sais que tu as les Euh, connexions. sur, Il est toujours dans l'Est, hein, c'est ça? il est toujours dans l'Est, mais sur sa vision de la pêche en France, sur les milieux, sur tout ça, ça peut être intéressant. OK. Tu me mets en connexion? Ouais, je t'envoie son numéro. Pas de Je problème. prends, nickel. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message que tu voudrais faire passer? Euh, je pense qu'il faut. Moi, enfin, je bosse pas mal pour mon APP. J'ai été président d'Asso Migrateur aussi et tout ça. Et on est quand même, on est plus ou moins attaqué par les associations animalistes là, et les milieux se portent pas forcément de mieux en mieux. Et l'État se détourne en partie de beaucoup de sujets là. Et ce serait bien que les pêcheurs soient soudés un petit peu de temps en temps pour faire front contre des trucs comme ça. Et malheureusement, la FNPF là est loin de remplir tout ça. Donc j'aimerais bien que ça change à l'avenir, mais surtout j'aimerais bien que les pêcheurs soient soudés par rapport aux cormorans, par rapport à tout ça là. Parce que tout ce qu'on perd, tous les endroits qui sont achetés avec de l'argent public où la pêche est interdite, ça me donne envie de vomir. D'accord. Mais parce que on n'arrive pas à faire front et à chaque fois on se laisse marcher sur les pieds là.
en ayant peur de perdre les quelques subventions qu'on a là. Mais j'ai envie de dire, toi, le permis, il a encore augmenté cette année. Si jamais le permis venait augmenter davantage, mais qu'on était un peu désolidarisé des subventions publiques, on pourrait peut-être aller un peu plus au front et garder au moins nos libertés, si ce n'est au moins retrouver celle d'aller au bord de l'eau, d'y aller avec nos gamins et puis d'avoir des poissons dedans, quoi, sans qu'il y ait des oiseaux tout noirs qui mangent tout. Et pour toi, ça passe par plus de présence des gens dans les APP ou dans des instances déjà existantes, ou ça passe par la création d'un nouveau groupe collectif ou que sais-je Alors c'est jamais facile à dire parce que moi je fais partie d'une APP, on a avancé avec la Fédé là, mais malgré tout, tu vois qu'aux dernières élections, c'est encore Claude Roustan qui est passé et tant qu'on aura des mecs comme ça, on n'avancera à rien quoi. Donc être dans une D'accord. APP, en fait, tu arrives à faire avancer ton truc à un échelon local, ce qui est déjà bien, hein. Et Mhm. si tu arrives à aller jusqu'à une Fédé, ça peut avancer un petit peu, mais au-dessus, c'est tellement gangréné que c'est délicat. Et je, je reste toujours. En fait, c'est ce qui me tue dans le système associatif français, hein. C'est qu'on a des mecs qui sont hyper pointus dans les bureaux. Franchement, dans les fédés, il y a des mecs qui sont hyper bons et ils font un super boulot. Et malheureusement, au-dessus, il se passe rien, tu vois. C'est-à-dire que là, on en est encore à Des monter des dossiers politiques. cormorans. Ça fait 20 ans qu'il y en a. On a toujours plus ou moins le droit de les tirer, mais c'est que dalle par rapport à ce qu'il y a. Et derrière, il y a le Bièvre qui est en train d'arriver et je suis persuadé qu'il y a encore personne qui est sur le dossier. Et par contre, on D'accord. continue de compter les anguilles, on continue de compter les saumons et ça n'a rien changé. C'est-à-dire que faire des inventaires, si jamais on n'est pas capable après d'aller vraiment porter plainte et d'aller vraiment en justice et d'aller chercher là où ça va pas, et ben ça changera jamais rien. C'est-à-dire à part constater un déclin, mais on sait déjà, ça marchera jamais. Mais je comprends hein, que ce soit Et, délicat d'aller attaquer EDF par rapport aux microcentrales et tout ça. Parce que EDF finance tel ou tel truc, mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on interdit, tu vois, on a interdit la pêche du saumon en France. Là, c'était les pêcheurs de saumon, c'était les seuls garants en fait de la qualité des rivières et du braconnage et qui faisaient gaffe à l'espèce. Alors je dis pas qu'ils en prélevaient pas, hein, mais d'un autre côté, on sait que le problème c'est pas le prélèvement en rivière. Mais ah là, bah qu'est-ce qu'on clairement, ouais. fait? Les derniers mecs qui allaient essayer de préserver l'espèce et se battre pour, on leur enlève l'étincelle en fait qui permettait encore de d'avoir ça quoi. Et Mhm. les anguilles là on te met des carnets de capture en te disant faut pas les capturer. Le dernier barrage sur la Seine, il est toujours pas équipé de dispositif de dévalaison. Ça doit faire 5, 6 ans ou 7 ans là qu'ils sont sommés de le faire. Ils devraient même pas pouvoir turbiner. Tous les hivers ils turbinent. Un bassin versant entier comme la Seine. Et après on va te dire non mais là monsieur vous avez pas le droit de pêcher les anguilles en dévalaison. T'es là, ça me fait rigoler si tu veux. Mais Mhm. voilà et donc c'est des trucs qui me donnent. Je continue de me battre, hein, franchement, mais il y a des fois où tu te dis qu'on est vraiment con, quoi. On est vraiment C'est con un de rien sujet, passer. tous ces sujets-là, c'est marrant parce que t'es pas le premier à en parler. J'ai eu Tanguy, Sylvain, etc. Tout le monde aborde le sujet. Ça vaudrait pas le coup qu'il y ait une espèce je sais pas, de prise de conscience des acteurs un peu marquants, des marques, etc., qui se disent, OK, bon, allez, les APP, elles font leur job, elles font leur truc, très bien. Nous, on va faire un truc de notre côté, quitte à faire du conjoint. Mais en tout cas, on va créer un truc, un vrai lobby, comme c'est le cas dans certains pays, comme c'est le cas sur d'autres industries, histoire de faire bouger les choses. Et tu vois, des gens comme toi, tu as un statut à part, mais tu vois, pour les marques pour lesquelles tu travailles et les autres, de se réunir et de se dire, OK, maintenant, on fait vraiment un vrai truc et on y va, quoi. Là, pour le coup, ce serait ce serait au GIFAP de faire ça, alors. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était pas si facile que ça. Tanguy en a un peu Bah ouais. parlé. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil, mais enfin, moi, je te dis, ça me fait délirer. Ça me fait délirer parce que la FNPF prend de l'argent à tous les pêcheurs pour le bord de l'eau, quand même. Ça me fait délirer qu'on Mhm. n'ait pas une armée juridique, là, qui soit prête à défendre dès qu'il y a un truc, dès qu'un conseil général achète un endroit là, et qu'on me dit on va faire une réserve ornitho, on va enlever les pêcheurs. Donc, tu vois, pourquoi? Si tu laisses les gens se balader avec leurs chiens en liberté tous les week-ends sur le truc, faire des barbecues en posant de la musique au bord, et que derrière les gens peuvent faire du pédalo et tout ça sur le truc, là il y a un moment, il faut m'expliquer en fait.
C'est-à-dire qu'il faut m'expliquer comment l'argent des contribuables, parce que tu sais, on est dans une société où il faut pas de discrimination. Et là, pour le coup, moi, je trouve ça discriminant. T'es pêcheur, donc t'as pas le droit. Ah ouais, mais d'où? Comment? Pourquoi? Comment ça se justifie? Mais d'un autre côté, faut qu'on soit prêt, nous, à justifier au niveau des études que l'impact de la pêche de loisir sur les espèces, il est pas, il est, il est, il est minime, tu vois, et qu'à la rigueur, on aille inciter les gens à avoir des pratiques qui sont respectueuses au maximum. Mais tu as des lobbies qui sont beaucoup plus forts que nous. Tu vois, enfin, tout ce qui est animaliste, vegan, etc. La pêche en mer, les pêcheurs, les marins pêcheurs, tu as les agriculteurs, etc. Tout ça, c'est des lobbies qui sont hyper forts. Nous, à côté, on est des rigolos. Je suis même pas sûr qu'ils considèrent qu'on existe. Oui, sûrement, mais après, si on entend, si on les embête jamais en justice et si jamais on fait jamais ce qu'il faut, Hmm. on sera toujours relégué au second rang, quoi. Et comment on peut faire élire des gens un peu plus impactants? Parce que Monsieur Roustan, dont tu parles, il est là depuis des années. Il est élu, ce gars-là. Oui, Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui votent pour lui. oui. Comment on peut faire pour que ce soit quelqu'un d'autre enfin, quelqu'un d'autre d'élu avec des idées un peu Bah, les plus. élections, enfin là, tu vois, David, il pourra t'en parler mieux que moi, mais les élections du président, là, c'est bien verrouillé l'histoire. Donc, D'accord. faudrait s'y prendre longtemps à l'avance, faudrait être président de Fédé et tous dans nos emplois du temps, tu vois, on n'a pas forcément, on donne un peu, hein, mais Hmm. tu peux pas non plus président de Fédé et des endroits où ça devient un vrai boulot, quoi. Ouais. Et faut être président de Fédé, il faudrait être suffisamment de président de Fédé sur les régions où ça va bien pour le faire, mais donc pour être président de Fédé, il faut être élu, donc il faut que les mecs, les représentants, les présidents d'APP votent pour toi, donc ça veut dire qu'il faut que tu déjà, tu vois, il faut commencer par le bas, monter gentiment. Mais Ok. petit à petit, hein, ça avance. Hein, quand je vois que David Dubreuil est arrivé à travailler, fait de la Gironde, il y a des progrès, tu vois. Donc Je vais essayer de l'interviewer. Jean-Christophe doit me brancher avec lui. on avance, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est déconcertant. Mais après, voilà, eux, ils ont leur place de politique, ils font pas de vagues. Mais si tu veux, on représente quand même un certain nombre d'électeurs. Et par contre, ça a jamais été mis en avant correctement. On s'est pas joué assez avec ça. Non, pas du Tu as tout. les chasseurs qui se battent un peu plus que nous. Mmh. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui est plutôt pas mal d'un gars qui débunk tous les sujets animalistes, etc. Je sais pas si ça te parle, Richard sur Terre. Mmh. Mais on n'a pas, tu vois, on n'a pas ce genre d'action de gens qui essayent de mettre le doigt là où Non, ça fait mal, quoi. on l'a pas. Alors évidemment, enfin, moi, ça m'arrive d'intervenir sur des trucs, tu vois, on prend position, mais il n'y a pas de. C'est toujours délicat. Bon, eh ben, on va essayer Mais de faire bouger les faut choses continuer de comme on peut. surmonter les manches, hein. C'est pas un problème, hein, je te Ouais, dis. Ça avance. Ça avance quand même. ok. Eh ben, écoute, merci Gaël, merci Y a d'avoir pas de pris le temps quoi. de discuter avec moi. Entre deux truites de mer et deux De bar, présentations ça a clients, commencé. etc. C'est le bar, ouais, ils étaient bien chauds ce week-end. Voilà. Euh, Bah écoute, à l'occasion, hein, si tu passes dans le quartier, tu me fais signe. Moi, je suis sur Granville. Pas de souci. Merci Gaël, à À très vite. bientôt. Salut. Ciao.